Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Vous écoutez 1000 Mentors, le podcast des dirigeants, entrepreneurs ou managers qui veulent gagner en confiance dans leurs décisions. Tous les dirigeants doutent. À un moment ou à un autre, on s'est tous dit, ça ne marche pas comme prévu, on tourne en rond, j'ai l'impression de régler 100 fois les mêmes problèmes, ça n'avance pas. Est-ce que je suis nul ? Est-ce que je suis passé à côté d'un truc ? Où est le manuel ? Le manuel, mes amis, il n'existe pas. Chacun de nous trace sa propre route, fait ses propres erreurs et cultive ses propres doutes. Et c'est normal, car diriger, c'est assumer la responsabilité du collectif dans toutes ses dimensions. Et aucun de nous ne peut être expert à la fois en management, en marketing, en stratégie, en gestion des conflits, en négociation, en finance, etc. En revanche, s'il n'y a pas de manuel, s'il n'existe pas une autoroute du succès, on n'avance pas non plus en territoire vierge, et on peut essayer de se dessiner une carte. Pour chaque problème que nous rencontrons, il y a 10 femmes et hommes d'entreprise qui ont eu les mêmes problèmes, qui les ont dépassés, qui ont su en tirer des leçons, et qui peuvent nous éclairer sur les points importants à comprendre, sur les modèles mentaux à adopter pour construire ses propres solutions, et pour que ça marche cette fois-ci. 1000 Mentors s'appuie sur cette idée avec une alternance entre d'une part les épisodes impairs dans lesquels j'interviewe un ou une chef d'entreprise expérimentée, et d'autre part les épisodes pairs où je réunis des amis patrons de PME pour refaire le match. Car le discours de l'expert peut parfois être un peu intimidant. En échangeant sur ce qu'on a retenu de l'interview, ce qu'on a expérimenté dans nos équipes, nos difficultés et nos solutions, et en essayant de s'entraider, je crois qu'on vous aide vous aussi, chers auditeurs et chères auditrices, à imaginer comment vous allez tirer parti de l'expérience de nos mentors pour être de meilleurs dirigeants. En résumé, 1000 Mentors, c'est le podcast qui connecte les questions et les difficultés des uns avec l'expérience des autres. Et tout ça dans un seul objectif, aider un maximum de dirigeantes et de dirigeants à gagner en clarté et en confiance dans leurs décisions pour développer leur entreprise et leur équipe. Aujourd'hui, épisode 4, épisode pair, épisode de débriefing donc, où je reçois un copain entrepreneur pour revenir sur la gestion du temps. On va revenir sur les conseils de Fabien Reynaud, le créateur de la Minute Productive, que j'avais interviewé pour l'épisode numéro 3, et on va partager nos propres pratiques et astuces, nos questions et galères, et tenter d'être utile à tous. Un petit mot sur le délai, l'épisode 3 date de fin août, et nous sommes déjà fin octobre, c'est de ma faute. Je voulais réunir tout un groupe, et les agendas de chacun étant bien remplis avec la rentrée, ça n'a pas pu se faire. Finalement, better done than perfect, comme disent les Américains, et on a décidé de faire ça à deux. Alors mon témoin du jour s'appelle Damien, et oui, on sera entre Damien, et il va falloir vous accrocher, car avec deux bavards qui ont le même prénom, ça peut être assez sportif à suivre. Damien d'Horizon, donc, est le dirigeant de D-Cube. C'est un cabinet de conseil en digitalisation des entreprises et valorisation de la data, que Damien a fondé en 2015 et qui emploie une quarantaine de consultants, spécialiste des technologies Microsoft. Mais Damien ne s'est pas arrêté là. D-Cube est parisienne, mais comme lui il vit à côté de Chartres, il devait s'ennuyer un peu dans sa campagne et il s'est lancé dans une deuxième activité locale avec ZZ Beers. ZZ Beers, c'est un projet de filière qui vise à produire de la bière artisanale en Eure-et-Loire, depuis la terre jusqu'au verre. C'est un projet collectif puisqu'il a impliqué Séverine, qui est productrice d'orge et de houblon bio, Le Malt, qui est une malterie artisanale sur le territoire, et puis donc ZZ Beers, la brasserie artisanale bio que Damien a créée en 2020. Damien, bienvenue sur 1000 Mentors, bienvenue dans le groupe des témoins avec lesquels on peut débriefer les épisodes. Est-ce que tu veux compléter, corriger le portrait rapide que j'ai esquissé ? Bonjour Damien, bonjour à tous. Non, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est assez fidèle. D-Cube est un tout petit peu plus vieux. C'est pas 2015, mais c'est 2005 la création. C'est une société qui a une quinzaine d'années maintenant. Et j'ai pas grand chose de plus à dire. En effet, c'est assez fidèle. Merci Damien pour ce portrait. Bon, alors je crois me souvenir que tu as 4 enfants. Donc entre ta vie de famille bien remplie, tes 2 boîtes, tes allers-retours entre Paris et Chartres, et puis le CJD, le Centre des jeunes dirigeants dont tu es toujours membre, et c'est là où je t'ai rencontré, j'imagine que tu as quand même dû pas mal apprendre à jongler avec ton emploi du temps. Peut-être d'ailleurs pour commencer, est-ce que tu me décrirais un peu à quoi peut ressembler la semaine type de Damien entre toutes ces activités, toutes ces facettes de ta vie ?
Ouais, avec plaisir. Ma semaine a un peu changé, ou plutôt a largement changé depuis le confinement, mais comme pour beaucoup de personnes. Auparavant, avant le confinement, j'avais qu'une seule activité, c'était l'activité principale, celle de Décube, et globalement, je passais 2 jours par semaine en télétravail à la maison et 3 jours par semaine sur site. J'avais choisi d'articuler ma semaine en commençant sur site à Paris et en finissant sur site pour deux raisons. D'une part, ça permettait voilà de mener en présentiel les réunions du lundi qui permettent de lancer la semaine. Accessoirement, je voulais pas qu'on dise que je prenais des week-ends de 4 jours, donc ça marchait aussi pour cette raison-là. Et puis par ailleurs, le mardi et le jeudi, quand je viens en moto ou en voiture, sont des jours qui sont plus chargés pour venir sur Paris, donc voilà. C'était des jours que j'avais choisis de cette façon-là. Aujourd'hui, mes semaines sont beaucoup plus voilà. Il y a toute une période Covid hein, où nous on a eu la chance de pouvoir travailler à distance. On avait cette culture-là chez Décube et on n'a pas du tout été embêté par le Covid de ce côté-là. On a pu tous continuer à travailler à distance pour l'ensemble de nos clients. Ça s'est très bien passé. Et puis, moi, en fait, ça m'a permis aussi de voir la façon dont je donnais mon temps sur Décube, de déléguer beaucoup plus. C'est un des sujets de la gestion du temps, évidemment. Et puis, ça m'a donné l'occasion de pouvoir mener à bien ce projet de création de la brasserie. Donc oui, en effet, aujourd'hui, je travaille un petit peu plus qu'avant. Je travaille quasiment 6 jours par semaine. Je travaillais plus du tout le week-end. Je retravaille un petit peu le week-end. Et globalement, je donne à peu près 2 jours et demi par semaine sur Décube, l'activité parisienne, et je donne à peu près 3 jours et demi par semaine à la brasserie. Je travaille tous les jours pour les deux activités, mais j'ai des gros blocs. Voilà, je jongle pas minute par minute de l'un à l'autre. J'ai des gros blocs dans ma journée que je dédie à l'une ou à l'autre. Je commence ma journée sur une des deux activités et je finis ma journée sur une des deux activités globalement. Voilà, ça m'évite d'être en interruption permanente pour passer d'un sujet à l'autre qui nous fait perdre beaucoup de temps dans la gestion de l'agenda. Oui. Juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais d'ailleurs que tu arrivais de la brasserie, là. C'est ça? Oui, j'arrivais de la brasserie, ouais. Vendredi après-midi, je commence la semaine, généralement, le lundi, je commence côté Décube. La matinée est dédiée à Décube avec des réunions au niveau du commerce, au niveau de la RH, et puis un point qui est sur le créneau de midi et 2 où on fait une visio avec tous les équipiers qui sont disponibles, qui ont des choses à raconter sur une réunion de triage concrètement. Et puis pour que la semaine puisse aussi commencer côté brasserie, en fait on fait cette réunion avec l'équipe brasserie le vendredi après-midi en présentiel. Je me déplace à la brasserie juste à côté de chez moi, donc je me déplace et puis on fait cette réunion qui permet à la fois de faire un petit peu un retour sur ce qui s'est passé cette semaine et puis de préparer la semaine suivante. Donc on l'a fait le vendredi après-midi. Voilà. D'accord. Alors justement, c'était une de mes questions pour situer un peu, puisque j'ai dit que Décube employait une quarantaine de consultants, donc j'imagine qu'effectivement tu avais largement pu déléguer un certain nombre de choses. La brasserie, donc j'entends qu'il y a toute une équipe. C'est pas toi qui brasse la bière. D'ailleurs, j'ai aucune idée de concrètement ce que ça veut dire brasser de la bière en dehors de mettre des trucs dans une cuve avec de l'eau. Concrètement, c'est quoi le boulot de brasseur? C'est un boulot de cœur. Hein. Les gens qui font ce métier-là, c'est un boulot de cœur parce que il y a une partie il y a une partie évidemment qui est rigolote. C'est un métier rigolo. On fait des choses qui sont chouettes, qui sont amusantes, qui parlent de fraternité, qui parlent de copains. Et pour autant, il y a toute une partie du boulot qui est pas rigolote, qui consiste à faire du nettoyage, qui consiste à faire de la mise en bouteille, qui consiste à utiliser un chariot électrique pour déplacer des palettes, faire des cartons, etc. Donc concrètement, quand on est brasseur, la plupart du temps, en fait, on fait des choses qui sont moins rigolotes, mais on le fait parce que le cœur du métier, qui consiste à créer des bières et puis après à les fabriquer, c'est ça, c'est ça qui attire. C'est un métier qui se fait, qui se faisait. Là, on commençait à faire ce métier-là jadis, il y a très longtemps, on apprenait sur le tas. Aujourd'hui, il y a des études. Notre brasseur Julien, il a une licence pro, il a un bac+3, il a été formé sur la création de produits fermentés et voilà typiquement de la bière. Donc il a un bac+3, c'est quelque chose de très sérieux.
qui mêle à la fois de la chimie, du process, et puis des connaissances autour des sciences naturelles. Et voilà, pour raconter rapidement comment ça se passe de la bière, hein, on fabrique une bière, ça prend une journée de fabriquer réellement une bière, donc une décoction d'orge, de houblon et d'eau chaude. Globalement, ça prend à peu près une journée de fabriquer 10 litres de bière ou de fabriquer 1000 litres de bière, ça prend le même temps, ça prend une journée. Après ça, la bière est mise en fermentation et concrètement, ce qu'on va mettre dans un fermenteur, c'est ce qu'on aura fabriqué, c'est-à-dire un jus sucré. Un jus sucré grâce au sucre qu'on a extrait de l'orge. Et c'est des levures qui vont venir transformer ce sucre en alcool et en CO2 pour fabriquer des bulles et puis de l'alcool. Et puis voilà, ça va durer pendant une semaine en fermentation. Après ça, on a encore une quinzaine de jours où on va garder la bière de façon à la clarifier, la faire maturer. Et puis au bout de 3 semaines, la bière est prête à être embouteillée et puis bue. Et puis c'est là qu'elle est le meilleur. En fait, c'est quand elle sort du fermenteur, c'est là qu'elle est le meilleur. Et tu produis combien de bouteilles par semaine ou par mois ou de caisses ou de palettes? Je me rends pas du tout compte, c'est quoi le... Généralement, on parle d'hectolitres par an. On parle d'hectolitres par an. Nous, on est une microbrasserie, on est une toute petite brasserie. Notre volonté, c'est de produire aux alentours de 4000 hectolitres par an. Donc un hectolitre, c'est 100 litres, donc ça fait 40 000 litres, 400 000 litres par an, 400 000 litres par an. Si on dit qu'on a des bouteilles de 33 centilitres, ça fait 1,2 million de bouteilles par an. Et ça, on le fera d'ici, on vient de démarrer l'activité, on pense faire ça d'ici 4 ans à peu près. D'accord. Ouais, quand même, 1,2 million, il faut les vendre, donc c'est pas juste la consommation des copains, là. Alors non, il y a une règle qui dit qu'on essaye de pas trop mettre le nez dans les produits qu'on qu'on fabrique, voilà, pour éviter de tourner mal. Mais oui, non, en effet, faut vendre. Donc c'est une vraie entreprise. Hein. On fait très sérieusement quelque chose qui est pas sérieux, mais du coup, c'est une vraie entreprise qui a été montée sur sur une étude de marché, sur un business plan, comme il faut, espérons-le. Et puis on essaye de dérouler ce business plan en rassemblant autour de nous sur un projet qui nous semble avoir du sens. Et ton modèle, c'est de la distribution plutôt genre magasin spécialisé, c'est de la grande distribution, c'est dans des bars On a globalement, moi j'ai l'impression qu'il faut qu'on se coupe de rien, on pourra couper ça. Le modèle il repose sur tous les circuits de distribution. Je crois qu'on ne peut pas se couper d'aucun circuit de distribution, donc on distribue nous-mêmes dans des points de vente spécialisés, des cavistes, des épiceries fines, des proxys à la campagne. On se repose sur un distributeur, ce qu'on appelle un brasseur aussi, mais voilà, un distributeur pour adresser tout ce qui est CHR, café, hôtel et restaurant, parce qu'il dispose d'un certain monopole en fait, pour pouvoir être en contact avec toute cette population. Et puis il y a aussi en effet la grande distribution, qu'on est obligé de regarder un petit peu, pour une histoire de notoriété, pour une histoire de présence et pour une histoire de volume. Et puis il y a un petit peu de vente directe sur le site internet, et puis un petit peu de vente à la brasserie. Donc et puis encore un petit peu de vente en événementiel quand on va pouvoir animer un salon professionnel ou animer une communion ou un mariage avec quelques fûts de bière et une tireuse qu'on va mettre à disposition pour que la fête soit plus belle. Et alors toi, tu y fais quoi? Je te pose toutes ces questions parce que en fait, ça va aussi éclairer ton organisation et ta gestion du temps. C'est-à-dire que tu y fais quoi dans cette brasserie concrètement? Tu fais tout? Tu portes les palettes? C'est toi qui démarches, qui va livrer les cafés? Ou tu es l'investisseur, le stratège? J'ai cru comprendre que c'est pas toi qui fais les recettes déjà. Tu as Julien, si c'est ça, si j'ai bien retenu. Ouais, il y a un vrai métier. En fait, mon idée par rapport à cette nouvelle activité, elle est la même que chez Décube dans notre activité. Elle est de dire qu'on a tous des facilités pour faire un certain nombre de choses et au-delà des facilités, des choses qu'on aime faire ou des choses qu'on n'aime pas faire. Donc moi, pour chacun des équipiers chez nous, j'essaye qu'on puisse s'organiser. C'est pas toujours tenable, hein, mais j'essaye qu'on puisse s'organiser pour que chacun fasse au maximum les choses qu'il aime faire. Alors moi, j'aime bien brasser, ça me fait marrer. Passer une journée avec un copain à brasser, je sais me servir de la machine et je sais reproduire une recette. Je sais faire marcher
l'outil industriel pour produire une recette. Mais pour autant, t'as raison, je sais pas créer une nouvelle recette, j'ai pas ce savoir, j'ai pas cette culture. En revanche, voilà, Julien, il aime faire ça, il sait faire et c'est son cœur de métier. Donc, parfois, je demande à Julien de venir animer 1 ou 2 journées sur un salon parce que on est content, voilà, le public est content de rencontrer le brasseur, de l'écouter nous raconter sa bière, etc. Lui, Julien, il aime bien ça quand il va avoir en face de lui un public réceptif, qui va lui poser des questions, mais il aime pas faire ça si c'est un public qui a pas envie de parler de bière, qui vient juste acheter un cadeau de Noël, ça le fait pas rigoler. Donc voilà, on essaye de ménager tout le monde. C'est une petite structure. Aujourd'hui, on est 4, donc une commerciale, Julien qui est sur la partie production, Séverine et moi qui sommes plus sur la partie direction. À terme, quand on sera dans les volumes dont on parlait tout à l'heure, on sera probablement une quinzaine de personnes réparties, allez, les 2 tiers sur la production et puis un tiers sur le commerce. Et puis 2 dirigeants, un qui est plus orienté administratif et puis un autre qui est plus orienté voilà, direction d'entreprise. Mon rôle à moi, là où je me vois à ce moment-là, c'est en effet plus sur un rôle de visionnaire, de voilà, quelqu'un qui pose une vision, qui organise un projet autour, qui organise des gens autour de ce projet-là. Et voilà, je me vois pas être au quotidien dans des tâches opérationnelles. J'ai plus envie de passer encore un petit peu de temps à faire de la direction sur d'autres entreprises qui pourraient venir se mettre à côté, que ce soit la malterie, que ce soit peut-être une distillerie un jour ou l'autre, ou peut-être un brewpub à côté un jour ou l'autre. Mais j'ai pas non plus envie de passer mes samedis soirs derrière le bar. Voilà, faut s'écouter aussi sur ce qu'on veut faire de sa vie, sur ses projets. C'est peut-être d'ailleurs là-dessus, en prenant un peu de recul, on en parlait en préparant un petit peu cette émission. Si on revient un petit peu sur les différents outils, les différents éléments dont parlait Fabien dans le podcast, c'est un retour que je me faisais en tant que vieux dirigeant. Alors ça me fait marrer, moi j'ai presque 50 ans, donc je me considère comme un vieux dirigeant. Moi j'ai suivi une formation il y a quelques années autour de la gestion du temps. Et c'est ce type de formation où on commence systématiquement la formation en vous montrant, je sais pas si je devrais le dévoiler, mais tant pis, je le dévoile quand même. Ouais. Voilà, je peux, tu vois de quoi je veux parler, j'imagine. Le verre avec les cailloux. Exactement. On vous montre un verre avec des cailloux, on met des gros cailloux dedans, on vous dit est-ce que le verre est plein, vous dites bah oui il est plein, alors après le formateur va rajouter des graviers dedans, il va dire bah vous voyez en plus des cailloux j'ai mis des graviers, alors bah oui dis donc est-ce qu'il est plein, on le voit venir, on lui dit bah non tu vas mettre autre chose, alors bah oui mais du sable, alors les gars il est plein, bah oui ça y est il est plein, bah non il nous met de l'eau dedans donc il remplit encore avec de l'eau, et puis voilà, ça s'arrête là, et puis on dit, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre là? Il nous dit, c'est cette histoire de dire, si on avait voulu le faire dans l'autre sens, si on avait mis l'eau d'abord, on n'aurait pas pu mettre de sable, encore moins de gravier, et puis encore moins de gros cailloux. Et puis quand on reprend ça avec un peu de recul et qu'on dit mais ça représente quoi ce que tu nous racontes, et voilà, il nous lâche le morceau en nous disant mais les gros cailloux en fait c'est les trucs qui sont vraiment importants pour vous dans la vie, et c'est ces trucs-là que vous allez traiter en priorité. On est nombreux à avoir fait cette formation. Moi, elle m'a laissé dubitatif pendant longtemps parce que j'étais à l'époque très très dans l'opérationnel. J'avais qu'une seule structure, mais j'avais des rôles très opérationnels et j'étais un peu submergé dans mon agenda par des tâches très diverses, très variées. Que ce soit quelques éléments de compta, que ce soit produire des éléments pour la paye, que ce soit faire un petit peu de commerce, faire un petit peu de coaching auprès d'un équipier, produire aussi parfois. Et je voyais pas trop comment je pouvais faire pour choisir mes cailloux parce que tout était important en fait. Bon voilà, c'est la vie, c'est comme ça. J'ai pu structurer un petit peu l'entreprise et puis il m'est arrivé des choses voilà différentes dans ma vie d'entrepreneur. J'ai mûri et aujourd'hui j'ai des outils qui me permettent de prioriser d'une façon très différente. Sur les 2 entreprises dont on parle aujourd'hui, il y a quelque chose qui est ancré maintenant depuis plusieurs années, qui s'appelle une raison d'être. Concrètement, hein, une raison d'être, une vision, une mission. Ces 3 éléments nous disent d'une façon de moins en moins high level, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, au service de quoi est-ce qu'on travaille à 5 ans, à 3 ans, maintenant, là, dans les 6 mois qui viennent. Et quand ça c'est bien ancré, puis quand on a aussi soi-même sa raison d'être, on a mûri, on a fait un peu d'épanouissement personnel, voilà,
on sait un peu quels sont nos ressorts. En fait, tout ça est beaucoup plus clair. Moi, aujourd'hui, je commence ma journée. J'ai aucune difficulté à regarder ce que j'ai à faire dans mes deux entreprises et à voir quelles sont les choses qui sont importantes à faire maintenant pour servir réellement le projet des deux entreprises, voire même à dire aujourd'hui, je ne travaillerai pas sur l'une, je travaillerai que sur l'autre parce que c'est sur celle-ci qu'il faut que j'agisse le plus, le plus rapidement. Donc, mes priorités finalement sont quelque part évidentes et j'organise mon agenda. J'ai des rituels, j'ai un certain nombre de choses dont je parlais déjà tout à l'heure, j'ai des créneaux qui sont réservés dans mon agenda, mais j'organise quelque part en dernière minute ou semaine à la semaine, mais par rapport à ces priorités qui sont évidentes grâce à ces éléments de raison d'être, de mission et de vision. Ouais. Alors, déjà, la première réaction, c'est que j'ai l'impression que oui, il y a la maturité, et puis peut-être aussi que le fait d'avoir plusieurs entreprises, ou à une époque tu as été président de section du CJD à Chartres, c'est des choses qui t'obligent finalement à sortir de ta boîte et à lever le nez du guidon, et qui t'obligent à te poser la question de finalement si j'ai pas assez de temps pour tout faire, qu'est-ce que je dois faire? Alors que finalement, si t'es là, tu fais ce qu'il y a à faire et qui est dispo. Donc c'est un peu le boulot qui gouverne ton agenda, au lieu que ça soit toi qui gouverne le boulot, quoi. Oui, t'as raison, Damien. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand je parlais de ce qui s'est passé pendant le confinement sur ces deux activités, en fait, moi j'ai pu me libérer du temps pour travailler sur cette deuxième activité qui était naissante, parce que j'ai pu aussi déléguer beaucoup dans la première entreprise. Ça veut dire qu'il y a une maturité de l'entreprise, il y a une organisation qui s'est mise en place, et puis il y a un type qui faisait beaucoup de choses, qui était présent à plein d'endroits et qui prenait beaucoup de place, qui s'est physiquement retiré de l'entreprise grâce au confinement quelque part, et qui a permis que d'autres prennent la place et viennent faire des choses qu'ils avaient envie de faire, que moi j'avais plus forcément envie de faire, et puis ils les font aujourd'hui beaucoup mieux que moi. Puis du coup, moi, ça me laisse du temps pour faire à la fois autre chose dans une autre organisation, mais surtout, j'ai une autre posture par rapport à la première organisation, qui est une posture quelque part de président et un petit peu moins de directeur général, beaucoup moins opérationnel. J'ai une vision de beaucoup plus haut niveau. Pour autant, je vois très très bien ce qui se passe sur le plan micro. Donc, j'ai une vision à la fois micro et macro. Je suis capable de faire un peu l'hélicoptère très très haut et très très bas. Et j'arrive à voir des choses que les autres ne voient pas et que je ne voyais pas auparavant parce que je suis plus le nez dans l'opérationnel. Donc, c'est la chance que j'ai aujourd'hui d'avoir voilà ce poste qui me permet à la fois de faire des choses opérationnelles côté brasserie, donc qui sont rigolotes, parfois ennuyeuses, mais qui sont rigolotes au quotidien, mais qui sont opérationnelles, et puis à la fois sur l'activité des cubes, d'avoir une posture qui est beaucoup moins opérationnelle. Je reste près des gens, mais pour autant, voilà, je fais des choses qui apportent aujourd'hui beaucoup plus de valeur parce que personne ne les faisait auparavant et parce que je suis quelque part, pour l'instant, le seul à pouvoir les faire. Avec l'expérience que j'ai dans cette entreprise et puis surtout avec le fait que je sois dégagé des obligations sur tout le plan opérationnel grâce à la délégation qu'on a pu mettre en place. Ouais, mais tu vois, ce que je trouve très intéressant, c'est frappant le contraste, puisque si j'ai bien suivi, sur la brasserie, vous êtes 4 et sur des cubes 40. Quand vous étiez 4 sur des cubes, t'aurais jamais pu envisager d'être là que 3 jours par semaine ou de ne pas tout faire, et t'aurais en tout cas pas eu sûrement la clarté que tu as aujourd'hui sur finalement où sont les priorités. Donc c'est pas tant une question, parce que le réflexe, pourquoi je dis ça, parce qu'on peut facilement se dire ah oui mais c'est facile d'avoir du recul et d'être que président quand on a 40 collaborateurs et qu'on peut déléguer, mais en fait tu le fais tout autant sur la brasserie à 4, même si de facto comme vous êtes que 4, tu viens aussi des fois tirer les palettes, mais avec la clarté de c'est pas mon job de président de tirer les palettes, mais c'est parce que là c'est ça qui est le plus important à faire, c'est là où je peux amener le plus de valeur, et tout de suite là c'est ça ma priorité. Donc il y a vraiment une question de bascule, j'ai l'impression de modèle mental, c'est cette idée de regarder sa boîte un peu de l'extérieur et de se dire où est-ce qu'il faut que je sois, et non pas d'être en mode réactif à faire le boulot qui se présente, quoi. Ah ouais, t'as complètement raison. Ouais, c'est limpide. C'est limpide. Mais ça, enfin, oui, t'as raison. En analyse rapide, ce qu'on peut dire, c'est que plus on place de temps à l'extérieur de sa boîte, euh, c'est ballot, mais quand les choses ne sont pas faites parce que tu les as pas faites toi,
c'est pas rare que ça se fasse tout seul. Quand on te sollicite, gestion du temps, je crois que Fabien en avait parlé, hein, des mails, des mails qu'on a dans notre boîte mail qui arrivent, même si on a cliné un peu sa boîte mail auquel on n'a pas répondu au bout de 2 jours, il est pas rare que le problème se soit réglé tout seul par ailleurs. Oui. Donc quand on est dans une posture de surréactivité, on va venir un peu en mode sauveur, hein, dans le triangle, dans le fameux triangle de Cartman, on va venir sauver les gens, on va venir répondre, etc. Et puis quelque part voilà, on prend le risque de s'épuiser en faisant ça. Et voilà, il est pas rare que quand on répond pas tout de suite, les choses, voilà, quelqu'un d'autre prenne le truc. Et si c'est pris à un moment donné, c'est que c'était pas forcément à nous de le faire. Hein. Est-ce que toi aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir une bonne gestion du temps? Je suis pas sûr de gérer le temps. En tout cas, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire dans les 2 entreprises. Je travaille un petit peu le week-end aujourd'hui, mais c'est voilà, je vais aller faire une animation chez un caviste un samedi après-midi. Donc oui, je travaille. C'est pas comme si j'étais en week-end pendant 48 heures. Pour autant, je le fais avec plaisir et puis je le ferai pas. Donc c'est quelque chose de temporaire. Ça veut dire que globalement, sur 5 jours dans ma semaine, j'ai le temps de faire ce que j'ai besoin de faire pour l'entreprise. Je me couche tôt, voilà. Le soir, je me couche tôt. J'ai un petit peu tous les soirs. Le matin, je me lève tôt. Si je me suis levé tôt le matin, en fait, quand j'arrive à midi, j'ai déjà vachement avancé dans ma journée. Et puis, je prends une grosse pause entre midi et 2. Je fais une sieste. Je suis hyper efficace après-midi. Et voilà, j'arrête pas de bosser à 23 heures. Hein. J'arrête de bosser beaucoup plus tôt que ça. Et globalement, j'ai une vie avec ma femme et puis les enfants qui sont encore à la maison ou quand ils sont là, mais la plupart sont un peu à l'extérieur. Mais voilà, alors, est-ce que j'ai une bonne gestion du temps? Je suis pas sûr, mais en tout cas, j'ai pas l'impression d'en manquer. Si c'est ça, on peut peut-être poser la question différemment. J'ai pas l'impression. J'allais te demander juste après, finalement, c'était qu'est-ce qui te donnait le sentiment, si tu avais une bonne gestion du temps, qu'est-ce qui te donnait ce sentiment? Et si tu avais le sentiment de ne pas avoir une bonne gestion du temps, qu'est-ce qui était ton point de souffrance? Ouais, tu vois, j'ai pas dans mon système de gestion des tâches, j'ai pas des trucs sur lesquels je suis en retard depuis 6 mois. Enfin voilà, et puis je procrastine un peu sur certains trucs parce que je regarde les trucs et puis voilà, c'est pas les trucs importants du moment et puis puis voilà, mais ouais, j'ai pas l'impression d'en manquer. Je prends des vacances, je donne des journées complètes au CJD ou je donne des journées complètes à des copains pour venir leur filer un coup de main. Pour coacher un groupe ou pour réfléchir à une problématique, voilà, peu importe laquelle, et ça me met pas en péril les boîtes du tout, et moi ça me met pas à la ramasse. Ouais. Bon, alors c'est super parce que bon, moi je le reformule, c'est ça pour moi une bonne gestion du temps, c'est que c'est un débat que j'ai périodiquement avec plein de gens qui trouvent soit que j'en fais trop, soit que j'en fais pas assez, soit que je fais pas les bonnes choses. Je dis, mais moi j'ai la gestion du temps qui me convient. Je fais ce que j'ai le sentiment d'avancer et de faire ce que je voulais faire. Ce que j'entends, alors là je pense que t'es plus avancé ou mieux organisé que moi, parce que moi j'ai quand même des trucs où j'ai encore du retard ou des fois du stress. Je suis assez chroniquement mauvais pour estimer la durée d'un truc, et du coup je le prévois, mais ça prend plus de temps, et même plus de temps que les jokers que j'avais prévus. Mais il n'empêche, aujourd'hui, j'ai le sentiment, moi, d'avoir une bien meilleure sérénité par rapport à mon temps qu'il y a 10, 15, 20 ans. J'entends que toi aussi, c'est le cas. Et du coup, j'ai un peu envie de tirer 2 fils en même temps dans cet épisode. Donc ça va être je suis en train de me demander dans quel ordre on les traite. C'est un peu, tiens, si on s'adressait à un tout jeune dirigeant qui a monté sa boîte il y a 2-3 ans et qui est noyé dans son emploi du temps, dans la gestion opérationnelle ou dans les multiples priorités, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme 2-3 clés pour commencer à reprendre le dessus? Et puis à côté de ça, peut-être regarder finalement aujourd'hui tout ce qui t'est le plus utile, puisqu'on a vu avec Fabien un certain nombre de grands principes, l'articulation entre l'agenda et la to-do, la gestion des interruptions, la gestion des priorités, effectivement l'alignement, les gros cailloux, quoi, l'alignement de son agenda avec ses objectifs de vie.
peut-être que ça peut être utile de compléter ça avec finalement quelque chose de très concret, pratique, comme toutes les petites astuces, les outils, l'organisation concrète, tout ce que tu as appris avec le fil du temps qui marche et que tu pourrais transmettre à un jeune, ou qu'on pourrait transmettre, puisque... Ouais, avec plaisir. Moi, le premier truc, le truc le plus marquant entre maintenant et il y a 10 ans, c'est l'usage intensif du téléphone et les barrières que je mets, enfin du téléphone, de tous les moyens de communication et les barrières que je mets pour me protéger de ça. Mon téléphone est sur vibreur depuis à peu près 6 ou 7 ans, tout le temps. Voilà, c'est très rare que je décroche le téléphone quand on m'appelle. Il est posé sur mon bureau. Si je jette un œil, voilà, si par hasard il est pas couché sur la face, donc si la face est visible et que je vois que c'est en train de sonner, il est possible que je prenne. Ou si j'attends ce coup de fil, voilà, je vais me mettre dans des dispositions pour le prendre, mais concrètement, j'ai pas un petit point rouge sur le SMS pour m'indiquer que j'ai un SMS. J'ai aucune alerte, ni instantanée, ni a posteriori. Je suis obligé d'aller faire le tour des applications, WhatsApp, Teams, Outlook, le SMS, etc. Je fais l'effort d'aller voir ces applications quand j'ai envie de le faire pour voir si on a essayé de me contacter. Ouais, je te rejoins tout à fait. J'ai fait exactement le même cheminement de supprimer toutes les notifs. Alors j'ai gardé les SMS et d'ailleurs j'ai une petite, j'ai une signature dans ma signature de mail. J'ai un truc qui dit je relève mes mails en général une fois par jour. En cas d'urgence, envoyez-moi un SMS. Et j'allais dire j'ai éduqué, ça c'est un peu posture haute de dire ça, mais enfin j'ai quand même appris à l'ensemble de mes clients et des gens avec qui je travaille qu'il fallait pas attendre de moi une réactivité à la minute, sauf en cas où ça le nécessite vraiment. Et en fait je m'aperçois que les gens n'en abusent pas, c'est-à-dire que aujourd'hui je mets même plus de messages d'absence quand je pars en vacances parce que les gens ne viennent pas me déranger. C'est bon ça. Et par contre, je me souviens encore, là, on parlait du CJD, la première formation que j'ai fait, alors pour nos auditeurs, beaucoup des formations nous on est sur la région Centre-Île-de-France, donc qui couvre depuis le Berry jusqu'au Val d'Oise, et donc de l'Eure-et-Loire jusqu'au 77. Et donc beaucoup de nos formations se font au centre de cette grande région, et donc en Sologne, où il n'y a pas beaucoup de réseaux. Et donc, la première formation que je fais, j'avais dû me mettre en silencieux ou couper mon téléphone, mais de toute façon, on devait pas trop recevoir. Et donc, à l'heure du déjeuner, je m'éloigne sur le parking pour essayer de choper un bout de réseau. Et j'avais genre 12 messages sur mon téléphone. Et j'avais essentiellement de 2 clients. Et j'avais un de mes clients qui avait laissé 7 messages comme ça. Alors, le premier, c'était à 9h du matin, qui disait « Bonjour Damien, c'est Richard, rappelez-moi s'il vous plaît ». Et puis après 10h10, c'était oui, Monsieur Touvenin, c'est Monsieur Bip, machin. Rappelez-moi s'il vous plaît. Et plus la matinée montait, plus il montait en pression et il s'énervait parce que je lui répondais pas. Et j'avais effectivement trouvé cette astuce qui a très très bien marché, que j'ai plus tellement besoin de faire aujourd'hui, mais qui a très très bien marché pendant longtemps, qui était je changeais mon message de répondeur et je disais bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Damien Touvenin, je suis en formation pendant 2 jours et je n'ai pas tellement le temps ni la possibilité de prendre vos appels. Si c'est vraiment urgent, envoyez-moi un SMS et je regarderai ce que je peux faire. Sinon, rappelez-moi lundi. Et en fait, les gens me laissaient un message en me disant « Ah, j'ai cherché à vous joindre. Bon, écoutez, c'est pas grave, rappelez-moi lundi. » Et en plus, le lundi, c'était « Non, finalement, en fait, entre-temps, j'ai trouvé la solution. » Donc, et ça m'a acheté un temps. Et donc, petit à petit, comme ça, par ce genre de petites choses, avant de partir en vacances, je prenais mes clients, je disais bon, je pars en vacances pendant 1 semaine, je garde mon téléphone, donc si c'est urgent, appelez-moi, sinon on voit ça à mon retour. Et en fait, du coup, les gens m'appelaient à leur retour, tu vois. Enfin, ils m'appelaient pas d'ailleurs. Et il y a vraiment cette... Oui, je pense que par rapport à ce que tu disais, c'est les barrières
c'est aussi s'acheter du temps de cerveau, quoi. Hein. Alors ouais, et c'est pas anodin. Alors juste avant de dire c'est pas anodin, en fait, ce qu'on peut dire, moi il y a une astuce aujourd'hui, je pense que ça existe à peu près sur tous les téléphones, hein, c'est de dire que quand les contacts qui appellent sont dans la liste des favoris, on peut être notifié, donc ça veut dire qu'on peut dire que personne ne me dérange à part ma femme et mes enfants, et s'il y a un vrai truc, je sais que voilà, je peux être joint s'ils m'appellent. Donc ça c'est voilà, déjà ça permet de se libérer l'esprit par rapport à tout le monde, mais de dire que voilà, les gens qui sont vraiment essentiels peuvent continuer à nous joindre. Et puis le deuxième élément, ça sert à quoi en fait tout ça, de mettre ces barrières? Ça sert à dire, en fait, on sait que je crois qu'il y a eu des études qui ont été faites sur la façon dont réagit le cerveau quand il est interrompu. Pour se remettre dans un cycle de réflexion profonde, il faut un temps conséquent. Et quand on est interrompu par le téléphone, le SMS, le fil WhatsApp, le Facebook, le machin, etc. En fait, on ne peut pas avoir une concentration profonde pour gérer des sujets qui méritent du temps de qualité. Donc voilà, quand on a besoin de se mettre sur un sujet de ce type-là et qu'on a besoin d'une période de 2 heures, on va pas mentir, hein, on dit pas qu'on fait ça pendant 4 heures parce qu'on n'est pas capable de tenir 4 heures, mais si on se donne 2 heures et que pendant ces 2 heures on arrive à travailler avec beaucoup de concentration pendant 3/4 d'heure ou 1 heure, c'est déjà énorme. Si on n'a pas été interrompu là-dedans, on a quasiment gagné sa journée. Donc voilà, ça sert à ça, pas autre chose, mais ça sert à ça hein, principalement. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons, c'est pas sans doute la seule, mais tu évoquais le fait que tu te lèves tôt. Je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que beaucoup de gens que je connais, qui ont comme nous deux manifestement la chance d'avoir plutôt d'être du matin, on a tous fait ce constat que tu abats mais 3 fois plus de boulot entre 7 et 9 heures qu'entre 9 heures et 17 heures. Parce que oui, certes, il y a quelque chose où moi j'ai les idées plus claires, etc. Mais il y a aussi ce côté, c'est calme, t'es pas dérangé, et tu sais que tu seras pas dérangé. Je me souviens d'avoir lu un truc quelque part sur le fait que même si tu coupes les notifications, quand tu poses ton téléphone à côté de toi, ils ont pu mesurer que tu continues d'avoir une forme de vigilance au fait qu'il s'allume ou pas. C'est pour ça qu'il faut pas le laisser à côté de son lit, par exemple, et quand on dort la nuit, il vaut mieux le laisser dans le salon, le téléphone, sinon il y a une part du cerveau qui continue d'être attentif. Mais je pense qu'il y a ce côté-là, quoi. Quand tu bosses entre 7 et 9 ou entre 6 et 9, ou tu sais que tu seras pas dérangé puisqu'il y a personne d'autre, et du coup là, je pense que ton cerveau il est entièrement disponible pour ce sur quoi tu es en train de bosser, quoi. Ouais, clairement, t'as raison. Par ailleurs, à ce moment-là, en fait, on a toutes les informations de la veille, hein, et il va pas y avoir grand-chose qui va se passer pendant le temps où on est en train de travailler, donc pas de nouveauté. On n'est pas obligé de regarder ses mails. On sait que les autres n'y sont pas, hein, globalement à Paris. Moi, je suis pas surpris quand je suis au bureau et que je vois arriver des gens à 10h, 10h30. Voilà, je sais que les journées commencent un petit peu plus tard, notamment à Paris. Et je sais en effet que entre 6h30 et 9, il y aura pas de nouveauté sur le sujet que je suis en train de traiter. Donc, je ne rate rien à ce moment-là. Et par contre, quand moi j'ai fini à 9h et que je rends ma copie et que je permets aux autres d'avancer, ben en fait, ils démarrent leur journée avec des informations qui sont pures. Alors d'autres, en effet, tu as raison de souligner que on est probablement tous les deux du matin. C'est bien de connaître, ça c'est peut-être, c'est un tips qu'avait donné Fabien Reynaud, hein, se connaître suffisamment pour savoir si on est plus efficace le matin ou le soir. Il y a des gens qui travaillent la nuit et qui sont plus efficaces la nuit. Et en effet, c'est bien de se réserver le temps de qualité dont on a besoin, idéalement, voilà, sur ces périodes où on est, qui correspondent plus à son biorhythme. Mais en effet, quand on est du matin comme ça et qu'on peut donner les éléments pour que les autres commencent leur journée, quand nous on a fini quelque part quasiment de faire la nôtre, à peu de choses près, bah c'est plutôt, ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Oui, et puis bon, là, on évoquait le sujet concentration, mais le travail, c'est pas forcément d'être tout seul aussi devant son bureau. Hein. Parfois, c'est de parler aux gens. Et moi, je sais que typiquement dans mes biorhythmes, je suis beaucoup plus. Je pense bien meilleur dans l'interaction en début d'après-midi. Et bien meilleur dans la production individuelle quand je dois écrire un truc, c'est souvent soit tôt le matin, soit après 17h, j'ai souvent un espèce de
rebond de productivité écrite entre 17 et 19 ou entre 18 et 20. Alors que si j'essaye d'écrire un truc après le déjeuner, ça va traîner en longueur, c'est totalement inefficace. Inversement, c'est vraiment l'heure où je suis au pic d'énergie pour aller parler à des gens, quoi. Donc c'est le bon moment pour faire des rendez-vous, des choses comme ça, quoi. On pourrait quasiment vivre ensemble. Bah écoute, t'as déjà 4 enfants, j'en ai 3, ça va peut-être faire beaucoup. Une belle famille recomposée. Et à quel point tu penses que c'est lié à toi ou que c'est lié au rythme des autres? Parce que évidemment, le matin à 6h30, tu rencontres moins de gens, hein, pour papoter. Il y en a probablement plus entre 10h et 17h, et 17h, ça peut, enfin c'est pas encore tout à fait la débauche, mais voilà, on commence à boucler chacun les dossiers dans son coin pour finir la journée. Ça, c'est une première question. Du coup, c'est moi qui fais l'intervieweur et toi l'interviewé. Et la deuxième question, sieste ou pas sieste? Alors, moi j'aime bien faire des micro-siestes, mais c'est assez récent, je m'y suis mis, tiens d'ailleurs petit tips, parce que je m'y suis mis il y a, je sais pas, mais moins d'une dizaine d'années, parce que j'avais des collaborateurs qui faisaient des micro-siestes, et moi j'avais toujours envié ça. Mon grand-père faisait des micro-siestes, mon premier patron faisait des micro-siestes, c'était très impressionnant. Entre deux rendez-vous ou après le déjeuner, il se mettait dans sa bagnole et hop, il arrivait à dormir 10 minutes. Moi, j'étais incapable de faire ça, et si je m'endormais, alors je dormais 2 heures et après j'étais en décalage horaire complet, complètement à la ramasse. Et en fait, le fait de voir les gens faire des micro-siestes, ça continue de me faire envie. Et un jour, je suis tombé, grâce à un collaborateur, sur une appli qui s'appelle Brain.fm, comme la radio FM, Brain.fm, et qui, alors je sais pas si c'est un effet réel, scientifique, ou si je me suis auto-convaincu, mais enfin cette appli propose elle fabrique des espèces d'ondes, enfin des pistes sonores qui sont conçues pour provoquer un certain état dans le cerveau. Donc on peut se mettre en mode focus, donc en mode travail concentré. Moi, je l'utilise beaucoup quand je suis dans le train, par exemple, parce que du coup, ça crée un espèce de bruit blanc de fond, mais qui permet de se focaliser sur ce qu'on est en train de faire. Et inversement, il y a un truc de sieste qu'on programme pour un quart d'heure. Moi, j'utilise beaucoup une bande-son comme ça qui le génère avec des espèces de bruits de pluie et d'orage, et ça marche, mais incroyablement. C'est-à-dire que je m'endors en 1 minute, et quand le truc au bout de 15 minutes, je me réveille. Ça marche super bien, et maintenant c'est devenu, mais vraiment, j'arrive pas à trouver le temps en général de le faire en semaine quand je suis au boulot. Mais alors, dès que je suis à la maison, ou dès que tous les week-ends, alors la micro-sieste après le déj, c'est devenu vraiment un truc, un plaisir d'une part, et quelque chose qui est très régénérant, quoi. Oui, c'est clair. Moi, je partage ça. Ça fait à peu près une dizaine d'années, en effet, que je fais ça moi aussi. J'ai pas d'artifice comme toi. On a installé une salle de sieste au bureau. On a encore des locaux. On a installé une salle de sieste au bureau où il y a 3 fauteuils, voilà, relativement confortables. On a un petit dispositif qui indique s'il y a des gens dedans, voilà, s'il faut être précautionneux quand on rentre pour pas faire de bruit. Mais bon, généralement, chacun a un petit peu son casque de musique, ou peut-être Brain FM dans les oreilles, et voilà. Évidemment, on dort pas 4 heures là-dedans. C'est vraiment dédié à faire des petits repos, comme on dirait aux jeunes enfants. Et pour autant, et voilà, c'est vu d'un très bon œil. En tout cas, il y a pas du tout de. Enfin, moi, je suis le premier. Enfin, je l'ai installé pour moi, hein. pour être très clair, j'ai installé c'est à mon initiative pour mon propre besoin et plaisir. Et en effet, une sieste comme ça, là, après déjeuner, 10 minutes, un quart d'heure, on fait une après-midi. Enfin, moi, je recommence une journée comme si je venais de me lever. Et donc, je suis aussi efficace à ce moment-là, après ça, que si je démarrais ma journée. Et si je le fais pas, voilà, c'est plus compliqué. C'est peut-être mon âge, hein, mais après le déjeuner, voilà, c'est compliqué si j'ai pas cette sieste-là. Et puis c'est compliqué là, et puis c'est compliqué à la fin de la journée. Donc moi, j'y vois vraiment un bénéfice énorme. Alors, tant qu'on est sur le sujet de regagner de l'énergie en milieu de journée, il y a quand même 2 choses.
que moi je fais beaucoup aussi, c'est de faire attention, enfin quand j'ai besoin de faire attention à ce que je mange au déjeuner, en particulier si j'ai un rendez-vous après le déjeuner qui est important ou si je vais suivre une formation ou participer à une réunion. J'avais appris ça il y a quelques années, c'est-à-dire qu'il y a des aliments qui te font dormir après le déjeuner quand même. Tout ce qui est sucre en particulier. Donc, si je sais qu'il faut que je sois vraiment affûté après le déjeuner, je vais privilégier viande ou poisson avec des légumes et absolument éviter le sucre et réduire la quantité de féculents parce que sinon, je sais que je vais repiquer du nez. Et l'autre chose, moi, c'est l'activité physique et le fait d'être dehors. Alors, activité physique, c'est pas aller courir ou tout ça. Je fais ça le matin, mais en revanche, je saisis toutes les occasions d'aller marcher. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'ai introduit, je sais pas, peut-être depuis 5-6 ans, pareil, dans mes rituels de boulot. C'est le nombre d'appels ou de 1-1, toutes les choses où j'ai pas besoin d'être sur une table ou devant un ordinateur. Je propose aux gens, mais même à des clients, hein, on a besoin de discuter d'un truc, je dis ça vous embête pas si on le fait en marchant autour du pâté de maison. Et les gens adorent, ils sont ravis, pour un peu qu'il pleuve pas. Et de fait de marcher et de remettre le nez dehors, mais puis alors surtout en hiver où on a besoin de récupérer un peu de lumière. Ça, c'est vraiment un truc moi qui a changé mes journées. Extra. Peut-être pour revenir. Ouais, parce que du coup, on est en train de. Non, mais c'est intéressant en fait enfin, je pense que ce qu'on dit là malgré tout est intéressant, mais et peut-être le plus dur là-dedans, c'est d'accepter c'est d'accepter d'imaginer voilà, de changer ses habitudes en ayant la croyance que ça peut fonctionner. Je me revois il y a 15 ans, je suis pas certain que j'aurais accepté de me mettre dans une posture de sieste en disant mais j'ai autre chose de plus important à faire maintenant. Et pour autant, probablement que ça me sauve la vie en partie aujourd'hui de le faire. Systématiquement parce que ça me permet ces petites choses que ces petites choses que j'aurais pu faire dans ce quart d'heure de sieste, j'en fais probablement 50 fois plus grâce à cette sieste justement. Oui, bah oui, surtout qu'on a vite fait de perdre un quart d'heure à marner sur une connerie, sur un mail ou sur une discussion improductive. Oui. Ouais. Alors peut-être pour revenir un peu sur les d'autres éléments que donnait Fabien. Moi, globalement dans mon agenda, j'ai un certain nombre de. Alors non, peut-être pour revenir sur ces interruptions. Hein, en effet, j'essaye d'avoir une boîte mail quasiment vide. Hein, la pratique qui était évoquée pendant le podcast, qui disait vider sa boîte mail 2 fois par jour. Traiter tout ce qui prend moins de 2 minutes, le traiter immédiatement, et puis tout ce qui prend plus que 2 minutes, on a déjà fait le travail d'analyse rapide de ce qui est demandé, le mettre dans une tâche, et puis après ça, quand on a des créneaux de travail, traiter ces tâches par priorité. Mais on a déjà trié, rassemblé les informations quand on a lu le mail. Et puis on a déjà mis les choses au bon endroit pour démarrer quand on aura le temps de le faire, quand on prendra le temps de le faire. Ça c'est pour moi, enfin ça c'est le deuxième truc le plus important. Comme toi, je me rappelle que tu t'avais dit que t'avais essayé la méthode comment s'appelle-t-elle GTD à Ouais, l'époque. GTD. Oui. Bah, je crois qu'on a tous essayé la GTD et qu'on s'est tous pris un mur quand même. Mais il en reste quand même des choses super intéressantes. Hein. Tu vois, c'est cette idée effectivement d'abord de faire un dump, de transférer tout quelque part dans un système pour éviter que ça pollue la tête quand on est en train de faire autre chose. Après, je pense que le David Allen, ça doit être un grand malade. Quand tu vois son système avec des classeurs par jour, des machins, j'ose pas imaginer à quoi ça ressemble chez lui. Avec des étiquettes partout, des trucs où on se met des petits mots, des machins, ça doit être un peu bizarre, mais il y a quand même déjà des idées de fond. Juste, je reviens 2 secondes sur le inbox et après on va pouvoir réavancer, mais parce que j'avais la discussion l'autre jour avec quelqu'un avec qui je travaille, qui essaye de vider sa boîte mail tous les soirs, mais qui ça prend un temps dément. Et effectivement, je pense que le truc important, c'est de
c'est effectivement d'apprendre à dissocier le traitement du tri. Et il y a vraiment, je trouve, moi, quelque chose d'extrêmement gratifiant quand ça y est, la boîte est vide. Et peut-être qu'elle va se remplir dans les 2 secondes qui suivent, mais c'est pas grave. Moi, le truc que je me mets, c'est est-ce que j'ai touché le 0 au moins une fois par jour, quoi. Et du coup, parce que avoir tout vidé, enfin tout trié, ça permet déjà, quand on réattaque derrière vraiment le traitement en lui-même, c'est-à-dire répondre, lire et autre chose du même genre, d'avoir une vue d'ensemble, et par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, d'avoir une bien meilleure vue de finalement où sont les importants, et de pas avoir passé une demi-heure sur les 20 premiers mails alors que le critique c'était le 21e et que celui-là il fallait y passer 1 heure. Ouais. Et du coup effectivement, alors moi je sais pas comment toi tu gères ça, mais comme effectivement je jongle entre mon entreprise, mes clients, puisque j'ai une mission un peu en quelque sorte de management de transition chez un client, donc j'ai un rôle opérationnel aussi chez ce client avec un certain nombre de mails associés à ça. J'ai mon mandat actuel au CJD et puis j'ai mis le mentor qui est une activité annexe. J'ai aussi ce côté, mon client, j'y suis le lundi, le mercredi, le jeudi, donc le mardi quand je vide ma boîte, c'est des trucs qui le concernent. Je mets ça dans son dossier et le mercredi matin, je vais dépiler ça. Je m'en occupe même pas parce que c'est le mercredi, c'est le jour de ce client. Le Mail Mentor, tous les mails Mail Mentor, je fais le scan, donc je supprime tous ceux qui n'ont pas besoin, tous ceux qui nécessitent un vague traitement, je les dépile le samedi matin avant d'aller faire les courses. C'est mon moment où je dépile Mail Mentor. Et du coup, au moins, je sais que le truc existe, donc j'ai conscience qu'il y a gros caillou, petit gravier, mais sinon, et donc si c'est gros caillou, éventuellement, je vais prévoir du temps explicite pour ça, et sinon, ça me pollue plus, parce que j'ai quand même une espèce de sérénité de savoir qu'il n'y a pas un loup caché quelque part dans la boîte mail, quoi. Oui, complètement. Je partage ça. Moi, j'ai quelque part, j'ai ça aussi. Moi, je prends dans mes pratiques le ou les créneaux où je dépile tout. C'est-à-dire que j'ai une boîte pour la holding qui concerne une boîte mail pour la holding qui concerne un certain nombre de sujets, une boîte mail pour des cubes, une boîte mail pour la brasserie, une boîte mail pour le CJD. C'est 4 adresses déjà mail différentes, plus la boîte perso, plus les SMS, plus les WhatsApp, plus les Teams. Donc concrètement, quand je dépile tout en même temps, les unes après les autres. Et par contre, je remplis une to-do list qui est commune globalement, mais par contre où chaque item est tagué sur un des sujets, la brasserie, des cubes, etc. Aujourd'hui, je fais plus de train, mais auparavant, quand je faisais mes allers-retours à Paris 3 fois par semaine, j'avais 2 heures de train, quasiment 2 heures de transport le matin, 2 heures le soir. J'avais spécialisé, ces items que je mettais dans ma to-do list étaient aussi caractérisés par le fait que je pouvais les traiter quand j'étais en train, quand j'étais déconnecté. Ça c'est important, d'avoir ça en tête. On se fait avoir 3 fois, mais après après on a conscience que dans le train on n'a pas d'internet partout et que si on doit faire des recherches sur un sujet et qu'il faut être online, il y a des endroits où on peut le faire et des endroits où on peut pas le faire. Donc j'avais aussi cette astuce qui consistait à dire tel item, je peux le réaliser quand je suis offline, donc potentiellement je peux l'attraper si je suis dans le train, ou alors non je peux pas, il faut que je sois à un autre endroit. Ouais, ça c'était, je me souviens, une des grandes claques de la GTD de David Allen quand j'avais lu il y a quelques années maintenant, je crois que c'était en 2009, mais qui était cette idée qu'on trie souvent nos to-do par ordre de priorité, mais ça veut absolument rien dire parce que la question c'est d'abord quel est le contexte dans lequel on peut le faire, quoi. Alors pour prendre un sujet qui est pas du tout prioritaire, mais il disait s'il faut absolument passer à la pharmacie, racheter un médicament, mais que j'y pense alors que je suis en salle de réunion, ça n'a aucune utilité. C'est pas ça qu'il faut que je fasse là maintenant. Donc les priorités sont relatives au contexte dans lequel on est, et c'est exactement ce que tu évoques avec je suis dans le train, peut-être qu'il y a un truc très important qu'il faudrait que je fasse sur internet, mais enfin là j'ai pas d'internet, donc c'est pas ça qu'il faut que j'ai en premier, quoi.
Exactement. Ouais. Après, dans les pratiques, dans les pratiques que j'ai, moi, il y a quelque chose, je pense qu'on en a parlé, enfin, que vous en avez parlé aussi avec Fabien, c'est la revue de l'agenda à la fin de la semaine. Là, on est un vendredi, on est en train d'enregistrer ce podcast un vendredi en fin de journée. Globalement, la semaine est quasiment terminée. Il s'agit de vérifier qu'on n'a pas raté de trucs, idéalement, en regardant un petit peu dans les différents agendas, et puis surtout de regarder ce qu'on a besoin de préparer pour la semaine prochaine, donc les rendez-vous, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce qui, enfin voilà, comment on va s'organiser, avoir un œil assez bienveillant sur la semaine à venir en disant, si je dois me prendre une porte là, autant que je regarde maintenant pour éviter de me la prendre et prendre le temps de voir ce qui va arriver la semaine prochaine, à quel moment je vais devoir joindre des gens, est-ce que tel rendez-vous est-ce qu'il est compatible parce que j'ai peut-être du transport pour aller à ce rendez-vous, est-ce qu'il est compatible avec tel autre truc qu'on m'a mis dans mon agenda parce que moi je laisse mon agenda ouvert donc on me met des rendez-vous dedans. Et puis parfois je réponds dans les tâches, dans le traitement des tâches. Quand je vide mon inbox, j'accepte machinalement beaucoup de rendez-vous et puis parfois je me rends compte a posteriori le vendredi soir que tel rendez-vous physique que j'ai accepté au bureau est pas compatible avec tel rendez-vous clientèle qui se passe 10 minutes après mais qui est à l'autre bout de Paris et ça marche pas. Alors ça, là-dessus, alors plein de choses. Alors, c'est intéressant cette idée de revue de fin de semaine. Alors moi, je fais pas ça. Je fais contraire. C'est ma revue d'agenda de début de semaine. J'ai jamais réussi à le faire le lundi matin comme ça serait probablement le plus utile. Donc moi, c'est souvent le dimanche après-midi. Que je regarde un peu ce qui m'attend dans la semaine et que je réfléchis mes choses. Et par contre, je fais pas de revue de fin de semaine. Par contre, j'ai des revues de fin de journée, c'est-à-dire qui est pas tant sur l'agenda que sur ma to-do. Vérifier si je regarde le matin. Souvent, j'ai un espèce de temps de préparation de journée où j'identifie c'est quoi les incontournables de la journée, les trucs à pas rater, les trucs que je veux vraiment avoir fini ce soir ou les trucs qui sont importants. Et donc le soir, je vérifie juste que ces trucs-là, ils ont été faits ou pas avant de clore. Et en revanche, pour ce que tu évoquais sur... et du coup, juste pour dire, ça veut dire qu'il y a plein de façons d'organiser ça, mais ce que j'y vois comme point commun, c'est quand même cette espèce d'aller-retour entre anticipation et analyse un peu tactique de sa semaine. Ensuite, on la déroule et à la fin, on a un peu un regard dans le rétroviseur pour voir si on n'a pas laissé passer des trucs, quoi. Ouais. Et par contre, effectivement, moi, j'avais pas fait la même formation que toi en gestion du temps et quelque chose que j'ai mis en place suite à l'excellente formation. Je vais faire un peu de pub. Il y a un gars qui s'appelle Alain Imbert, qui a une boîte Chrono Concept, qui fait des formations sur la délégation, sur la gestion du temps, etc. Donc, elles sont très bien. Donc, je lui fais un peu de pub. Et donc, j'avais fait sa formation gestion du temps il y a quelques années. Et une des choses que j'ai mis en place suite à sa formation, c'était justement de mettre les transports dans mon agenda. Et donc, si j'ai un rendez-vous client qui est, je sais pas quoi, à Rosny-sous-Bois, je vais regarder où est-ce que je suis a priori avant. Est-ce que je serai probablement chez moi ou au bureau ou chez tel client? Je regarde le temps qu'il faut et je rebloque le temps de trajet entre les deux. Ou je rebloque le temps de trajet après pour faire retour centre-Paris. Ce qui m'évite justement de me retrouver dernière minute, et puis si finalement j'ai un autre rendez-vous qu'on me propose qui est pas très loin, je vais ajuster ce temps de trajet et puis dire tiens, je suis dans le même coin, donc je vais il y aura que 10 minutes entre les deux, c'est parfait. Mais ça m'a quand même énormément, j'allais dire, zénifié mon agenda, même si aujourd'hui je me déplace beaucoup moins qu'avant, parce que justement ça m'évitait ce genre de mauvaise surprise où en région parisienne t'as vite fait de prendre 1 heure pour aller d'une banlieue à une autre, donc vaut mieux l'avoir prévu dans ton déroulé de journée, quoi. Et puis le corollaire de ça, c'était de prévoir les débordements. Le nombre, tu sais, où tu t'es invité par un client sur un rendez-vous qui est censé durer 1 heure, et il y a tel ou tel client, tu sais qu'ils te mettent 1 heure, mais que régulièrement ils sont en retard et que le truc dure 1 heure et demie, machin. Donc du coup,
j'accepte l'invitation d'1 heure et je colle dans l'agenda derrière un créneau qui s'appelle Joker débordement, que je colle pas systématiquement, mais je colle pour tous les trucs où j'estime qu'il y a une forte chance que le truc déborde, quoi. Et ça m'évite d'être pris à la gorge au moment de l'heure de la fin de réunion, quoi. Excellent. Alors comme quoi on n'est pas tous égaux face aux formations d'Alain Imbert, parce que j'ai suivi la même et j'ai suivi dans mon agenda. Bah alors peut-être que je l'ai suivi plus tard et qu'il l'avait amélioré entre les deux, tu vois. Non mais du coup et en plus je t'avais entendu en parler dans le podcast et je vais prendre ça en compte pour la suite pour moi maintenant. Ouais, si tu veux, je te renverrai, j'avais fait, ou je la publierai sur le blog, j'avais fait à l'époque une mind map avec un peu toutes les idées que j'avais notées sur sa gestion du temps, et notamment aussi dans la logique Joker, c'était effectivement, c'était pour la gestion des imprévus, et ça je continue de le faire, et ça marche vraiment extrêmement bien, c'est-à-dire de garder du temps libre. Tiens, c'était ma question après, c'était agenda, saturation, est-ce que tu commences la semaine avec un agenda vide ou un agenda plein? Je vais te répondre, je vais regarder mon agenda pour te répondre. Si je regarde la semaine prochaine, elle est un peu particulière parce qu'il y a un jour, il y a un jour off, hein, donc c'est un peu particulier. Globalement, aujourd'hui sur la semaine prochaine, j'ai un jour où j'ai rien du tout, vendredi. J'ai un jour jeudi où j'ai un rendez-vous toute la journée, mais c'est parce que je serai à Paris. Mais en fait, j'ai pas de rendez-vous, mais j'ai noté dans mon agenda que j'étais à Paris, mais j'ai pas de rendez-vous là. J'ai un jour mercredi où je travaille avec plusieurs personnes à la maison et la journée est complète parce que je sais qu'ils sont là et j'accepte rien de plus. Et j'ai 3 rendez-vous globalement, 3 rendez-vous mardi. Donc j'ai plutôt un agenda qui se remplit à la dernière minute. Avec une difficulté aujourd'hui, j'ai donc 2 boîtes mail et donc j'ai deux organisations et quelque part deux équipes qui vont me solliciter et qui vont pouvoir remplir, en tout cas chercher à avoir des créneaux avec moi dans mon agenda. Et les deux agendas sont pas mélangés. Donc aujourd'hui, je suis embêté par ça, c'est que je suis obligé systématiquement de recopier les créneaux qui sont pris dans un agenda, dans une de mes activités pour les mettre non disponibles de l'autre côté. J'ai pas trouvé encore d'astuces qui me permettent, comme ces deux boîtes mail différentes, je suis embêté avec ça. Je suis obligé d'avoir des doublons dans mon agenda dans mes agendas de façon à signifier que je suis pas joignable à ce moment-là. Alors, il y a une petite astuce là-dessus, c'est que quand tu prends une réunion dans un de tes agendas, de t'inviter sur la boîte mail du deuxième. Ah, voilà. Cool. Merci. Voilà. C'est tout bête. Et comme ça, ils apparaissent dans les deux. Ouais, alors, moi, je me suis fait une religion là-dessus, mais c'est très régulièrement que j'entends le contraire. Tu vois, Cédric Vatine, dont j'apprécie beaucoup les podcasts, signale régulièrement que il faut avoir son agenda qui est pas rempli à plus de 40%. Et moi, ma seule solution pour justement avoir un peu la maîtrise de mon temps et de mes gros cailloux, c'est justement de remplir mon agenda, c'est de décider ce que je vais mettre dedans. Donc parfois il est encore vide un peu à la fin de semaine, mais ce que je fais le dimanche quand je prépare ma semaine, c'est que je le remplis, mon agenda. Alors je le remplis, parfois c'est un peu du trompe-l'œil, c'est-à-dire que ça veut pas dire que j'ai pas de place pour prendre des imprévus, mais j'ai pas laissé vacant l'espace. C'est-à-dire que j'ai dit tiens, je vais bosser là-dessus. Alors moi j'utilise des codes couleurs pour faire la différence entre des trucs ce que j'appelle du temps réservé, c'est-à-dire des choses qui sont en fait totalement déplaçables, mais si d'ici là j'ai pas un truc plus urgent, voilà ce que je ferai. Des choses qui sont du rendez-vous avec moi-même, là pour le coup c'est mobile, mais il faut quand même que j'ai fait le truc à la fin de la semaine, donc je peux pas le faire sauter, je peux éventuellement le déplacer. Et puis effectivement du Joker qui sont des choses qui ont des chances d'être pris ou d'arriver, des retards, des débordements, des imprévus, et qui, si finalement le problème prévu ne se présente pas, très bien, je trouverai toujours de quoi faire pendant cette demi-heure ou cette heure que j'avais prévue en Joker au cas où ça déborde, quoi. Mais
Effectivement, moi, j'ai régulièrement un espèce d'échange avec plein de gens autour de moi qui me disent mais non, mais c'est pas possible, ton agenda il est plein. Mais oui, c'est volontaire. Effectivement, oui. Si j'ai bien fait mon boulot, et ça y est, je sais exactement tout ce que je vais faire toute cette semaine, quoi. Exact. Donc, je sais pas, toi, j'ai un peu l'impression que t'es quand même un peu dans cette logique-là, en disant, bah tiens, mercredi, je bloque pour ça, ou je bloque pour la brasserie, Oui, ou oui, je... oui, oui. Oui, oui. Alors, il y a une caractéristique, hein, c'est les journées où je me déplace du coup à Paris, ce que je fais beaucoup moins, mais là clairement, ça, enfin, à la fois la journée est bloquée, mais pour autant, c'est là qu'il risque. Enfin, je vais concentrer beaucoup de choses sur ces journées-là parce que du coup, étant moins présent physiquement, du coup, je vais avoir des journées qui seront beaucoup plus Hmm. remplies, beaucoup plus. Alors c'est vrai à la fois c'est vrai et à la fois c'est pas tout à fait vrai parce que pour ne plus subir les transports, je pars et je reviens en décalé. Donc quelque part, je fais mon début de journée. Finalement, je reviens à dire ce que je disais tout à l'heure. Hein, quand je me suis levé comme il faut, ce qui est quasiment systématiquement le cas, et que j'ai bien travaillé, quelque part à 9 heures, ma journée elle est faite. Enfin, en tout Hmm. cas, ce que moi j'ai à faire dans ma to-do, quasiment, c'est quasiment réalisé. Et finalement, le reste de ma journée, il est dédié aux autres en fait, à mes parties prenantes. Donc que ce soit des clients, que ce soit les organismes bancaires, le comptable, les équipiers, peu importe. Mais quelque part sur le reste de la journée, finalement, je me laisse un peu faire. Alors, c'était ma question, c'était est-ce que c'est eux, du coup, qui prennent la main, ou est-ce que c'est toi qui la distribue, quoi? On me demande audience, non, je plaisante. Je me mets à disposition. Je suis dans une posture de dirigeant où j'ai la prétention de créer les conditions pour que les gens puissent faire leur boulot Hmm. le mieux possible. Donc quelque part, voilà, sans, enfin, je m'écoute quand même un petit peu. Voilà, ce qui est pas possible pour moi, c'est pas possible pour moi, mais j'aurais plutôt tendance à me laisser faire et à laisser mon agenda ouvert et à accepter voilà, quand c'est compatible, les rendez-vous qu'on me propose, plutôt qu'à imposer mon rythme à partir du moment où voilà où c'est compatible avec ce que j'ai prévu. En effet, si j'ai prévu d'aller faire un musée ou d'aller faire un cinoche avec les enfants mercredi après-midi, ça sera mis dans mon agenda et personne ne pourra le retirer. C'est la priorité sera celle que j'aurai envie de donner et il faudra trouver du temps à un autre moment. Hmm. Mais voilà, pour autant, je donne quand même, enfin voilà, je donne beaucoup de latitude dans la façon de pouvoir poser des rendez-vous dans mon agenda. Il y a un truc, tu vois, sur cette mise à disposition de temps pour les parties prenantes. Il y a un truc que moi j'ai jamais eu l'occasion d'essayer et de faire. Je sais plus si j'en avais parlé dans l'épisode avec Fabien, mais j'avais trouvé ça très intéressant. J'avais lu un article il y a quelques années sur je crois que c'était Jack Dorsey, un des cofondateurs de Twitter, qui faisait ça. Je suis plus très sûr que c'était lui, mais qui était finalement, il avait une partie de temps qu'il gérait lui, qui était son temps attribué, et puis après, il avait des blocs de temps mis à disposition de son entreprise, mais thématisés. C'est-à-dire, c'était le mardi, je suis dispo pour toutes les réunions d'engineering. Le jeudi, je suis dispo pour toutes les réunions RH. Et en structurant son truc comme ça, il avait quand même posé un peu l'équilibre de où est-ce de quelle proportion de son temps il voulait consacrer aux différentes thématiques ou gros sujets de son entreprise. Et ça bornait le truc aussi, ça obligeait les gens de l'engineering à dire ok, bon bah on a une journée du fondateur, donc ils se répartissaient entre eux les créneaux pour dire qu'est-ce qu'on va lui soumettre comme sujet, quoi. C'est astucieux, ça revient quelque part, ça rejoint un petit peu les propos du début de ce podcast qui disait c'est quoi mes priorités ou en tout cas où est-ce que j'accepte de dépenser mon temps. Et, et alors du coup là il a trouvé une astuce pour le mettre dans son agenda et puis finalement ouais prédécouper son agenda en fonction de ces fameuses priorités. Hmm. Le seul petit bout d'extrait de truc qui peut ressembler à ça que j'ai fait, c'est que
pour le coup sur la mission de management de transition là que j'ai chez un client, j'ai 2 créneaux dans la semaine qui sont des créneaux réservés pour une équipe, créneaux de bureau ouvert, et c'est l'équipe qui décide de si elle en a besoin et quel sera le sujet. Et donc ils m'annoncent le matin. Le principe, c'est qu'ils sont tous invités dessus en facultatif, et en fait, ils se déclarent en oui ou non au final pour savoir s'ils en ont besoin. Et puis après, on a un channel Slack pour discuter de quoi on aura besoin de parler, mais c'est une micro-transposition de cette idée de dire à la fois je maîtrise le temps que ça prend, et en même temps je laisse la main à l'équipe pour décider de l'usage qu'ils veulent en faire, quoi. Ouais, complètement. Je me demande, moi j'avais quand j'avais suivi ces formations là, à la fois GTD et puis gestion du temps, je me rappelle avoir eu plusieurs parties dans mon agenda, en tout cas plusieurs feuilles dans mon agenda, dont une feuille qui était des créneaux théoriques, et j'en avais plein de toutes les couleurs où on pouvait venir piocher, etc. En fait, je me rends compte a posteriori que ça a complètement disparu de chez moi et que c'était trop rigide et trop préparé, ça me correspondait pas. Donc peut-être il y a peut-être un message qui dit tentons, expérimentons plein de choses, et puis au bout d'un moment, petit à petit, les choses qui nous conviennent, on les garde, et puis celles qui nous conviennent pas, on les élimine. Et enfin voilà, faut s'écouter aussi. Pour moi, il y a pas de solution miracle. C'est peut-être ce que tu dis aussi par rapport à GTD. T'as gardé plein d'éléments qui sont pour toi importants et qui fonctionnent, et que t'as gardé dans tes rituels, tes pratiques. Et puis il y en a plein d'autres que t'as éliminés parce que c'était pas adapté pour toi. Oui. Ouais, je crois que d'ailleurs je crois que c'est quelque chose qu'évoquait Fabien, c'est-à-dire que je me souviens de cette phrase où il disait il n'y a pas une bonne gestion du temps, il y a plein de mauvaises gestions du temps, et après à chacun de construire un truc qui lui convient, quoi. Et celle qui marche pour un tel ne marchera pas pour un autre, hein. Du coup, là je vois le temps qui passe, je me dis si on essaye de reprendre un petit peu de recul ou de hauteur sur finalement ce qui c'est justement, ce qu'on a ancré qui marche ou pas, et qu'on essaye de revenir aux principes sous-jacents. Tu l'as dit, l'histoire des gros cailloux, c'est-à-dire cette question de se poser la question finalement de où est sa valeur. Ça semble un truc assez fondamental. On l'avait déjà évoqué. C'est fondamental, et en même temps c'est très abstrait. Si je sais pas si quel âge ont tes enfants, mais enfin s'il y en a un qui débutait dans la vie active et que tu devais lui donner quelques conseils sur la manière de gérer son temps, encore plus s'il débute dans la vie active et qu'il a peut-être pas totalement le contrôle. Nous on a quand même l'avantage que ce sont nos boîtes, donc on a un peu le contrôle de ce qu'on veut faire, dans une certaine mesure. Mais donc si tu avais un jeune et que tu devais essayer de lui synthétiser un peu les grandes règles de comment il fait ça, tu partirais par où? Tu l'emmènerais dans quelle direction? C'est compliqué parce que en effet, les choses qui sont évidentes pour moi aujourd'hui, elles sont évidentes par expérience, et sur à la fois mon fonctionnement, et là où j'ai de la valeur. Donc du coup voilà, aussi je peux répondre comme ça. Le début, le tout début, c'est connais-toi toi-même. Donc c'est quoi ton rythme? À quel moment est-ce que tu sais que tu es à quel moment est-ce que tu sais que tu es productif, ou en tout cas quelles sont les conditions que tu dois réunir quelles sont les conditions minimum que tu dois réunir pour produire tel ou tel type de tâche que tu sais que tu as de toute façon à faire, quoi qu'il arrive, chaque semaine. Donc en amont, il faut pouvoir analyser un tout petit peu ce qui est attendu de nous. Quelque part, où est ma valeur, hein. Alors, en tant que dirigeant, on va se poser en disant moi, qu'est-ce que j'apporte à l'entreprise, et puis si on se positionne en tant qu'équipier, on va dire qu'est-ce qu'on attend de moi, peut-être voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ma fiche de poste. On va peut-être pas prendre la question dans le même sens, mais pour autant on va identifier un certain nombre d'éléments qui sont attendus de nous, et il faut qu'on soit capable à un moment donné de les caractériser en disant cette grande typologie, je suis capable de la réaliser parce que je me connais bien, je suis capable de la réaliser, moi en l'occurrence tôt le matin,
Je sais que ces éléments-là, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de ce qui s'est passé la veille, et je sais que je suis attendu, en tout cas mes résultats sont attendus pas trop tard dans la journée. Donc pour moi, le bon moment pour faire ceci, c'est là le matin. Et puis tels éléments, j'ai besoin de ce qui a été fait par les autres, ou je sais pas, ou par le codir, ou je sais pas quoi, et ça viendra plutôt en deuxième partie de semaine, ou ça viendra plutôt l'après-midi, parce que je sais que les gens sont disponibles. Donc il y a cette notion de à la fois d'être capable de caractériser. Je me rappelle de Fabien qui disait quelque chose qui est important dans mon agenda à moi, c'est que je suis beaucoup en mode réactif. Parce que dans mon métier de support, en fait, c'est ça, c'est l'inconnu en fait. Une grande part, 60% de mon métier consiste à être disponible pour réagir, être en mode réactif quand il y a quelque chose qui arrive. Bon, voilà, chacun doit être capable, voilà, de caractériser un petit peu la typologie des tâches qui l'attendent dans la semaine. Et puis voilà, le deuxième enseignement, quand est-ce que je suis le mieux placé? Voilà. Pour Fabien, c'est compliqué, c'est tout le temps, concrètement, pour ces tâches qui arrivent un peu n'importe quand, et quoique, en fonction de la qualité de service qu'on est censé rendre, peut-être qu'on a 2 heures, 3 heures ou 24 heures pour répondre à une demande de support. Donc voilà, faut être capable de synthétiser un petit peu à la fois ses capacités, à la fois les conditions et à la fois le type de tâches sur lesquelles on est attendu ou sur lesquelles on peut apporter de la valeur. Ça reste encore flou, hein. Non, je pense que c'est, enfin, si je leur dis, c'est effectivement la question, c'est où est-ce que tu fais la différence, quoi. Et donc tu l'as très bien dit, c'est-à-dire si tu es dirigeant, ça va partir de finalement où est-ce que tu amènes le plus de valeur et donc de quoi ton entreprise a le plus besoin, qui est le... Tiens, je vais faire une parenthèse, pardon. J'allais dire de quoi ton entreprise a le plus besoin. L'erreur que je vois faire le plus souvent, que je pense que je fais encore moi-même parce que c'est un piège, c'est un piège égotique, mais qui est de se dire je suis le dirigeant, donc je dois faire ci ou ça. Soit parce que j'ai une représentation que ça, c'est des tâches importantes, soit parce qu'au contraire, j'ai une espèce de truc où je me dis bon ben c'est merdique, donc s'il y en a un qui doit se sacrifier, ça doit être moi. Je pense que aussi bien un scénario que l'autre sont catastrophiques. C'est-à-dire que la question c'est moi j'avais eu cette discussion avec un de mes collaborateurs il y a quelques années qui était le patron d'une équipe et qui avait un problème de gestion du temps, et en regardant ce qu'il faisait avec lui, je me suis rendu compte qu'il passait beaucoup de temps et mettait beaucoup d'énergie à faire des trucs qu'il n'aimait pas faire, sur lesquels il n'était pas bon, mais où il considérait que comme il était le patron de l'équipe et que c'était des trucs importants, il fallait qu'il s'en occupe. Et je lui ai dit, mais non, si c'est important, il faut que ça soit bien fait. Donc, fais-le faire par quelqu'un qui aime ça et qui va le faire bien. Le fais pas toi-même si t'es pas bon et que tu détestes ça. Ton job, c'est de faire en sorte que ça soit fait, c'est pas forcément de le faire. Donc bon, du coup, il y a cette question de se dire de quoi l'entreprise a besoin et où est-ce que moi je suis bon et est-ce que je suis la bonne personne pour le faire. Et sinon, c'est à moi de faire en sorte que c'est la bonne personne qui soit en capacité de le faire et pas moi. Et pour aller plus loin dans ça, il y a ma capacité, et ce que tu évoques, c'est dans quelles conditions je suis capable de bien le faire. Peut-être que je suis capable de bien le faire que quand j'ai du temps, que quand je suis au calme, que quand j'ai du recul, que quand je suis pas dans l'urgence, au contraire, que quand je suis en pression, etc. Et si effectivement je suis salarié, c'est pas tant de quoi l'entreprise a besoin, encore que c'est quand même super d'avoir des salariés qui raisonnent comme ça, mais surtout c'est quel est mon mandat, qu'est-ce qu'on attend de moi. Et donc effectivement, si je réponds à la question que je t'ai posée pour tes enfants, mais moi du coup je dirais à mes enfants, clarifie et fais clarifier ce qu'on attend de toi, parce que si c'est pas tout à fait clair, propose des choses, dis est-ce que c'est ça, ou est-ce que si je m'occupe de ça, je suis bien au rendez-vous de vos attentes. Et puis si tu vois que l'entreprise a besoin de quelque chose et que c'est dans tes capacités et que c'est pas ce qu'on te demande, dis tiens, j'ai l'impression que ça serait utile si on faisait ça, et moi je saurais le faire et j'adorerais le faire, est-ce que ça serait ok que je m'en occupe? Et je pense qu'il y a pas beaucoup de boîtes où on va dire non, quoi. D'ailleurs, c'est
c'est un truc, c'est un étonnement que j'ai relativement régulièrement. Je ne sais pas si c'est dans ma nature de caractère ou si c'est parce que en tant que chef d'entreprise, je me pose moins la question, mais je trouve que je vois énormément de gens qui s'auto-censurent et qui s'interdisent plein de trucs, quoi. Je sais pas si tu perçois ça, Je perçois, oui, ça arrive. En fait, pour moi, c'est plus, il y a deux raisons à ça, hein. Il y a une raison qui est personnelle. L'autocensure, elle peut être. Je voyais récemment, je voyais ce matin, je crois, un article du Monde là qui disait que dans certaines grandes écoles, on commence à donner des cours aux femmes pour qu'elles viennent négocier leur salaire mieux que ce qu'elles font aujourd'hui. Donc voilà, il y a ce type d'autocensure, hein, qui dit moi je suis pas capable parce que je suis une femme, parce que je viens d'arriver, parce que c'est pas mon poste, parce que voilà, pour plein de raisons, il y a une autocensure qui est personnelle qui dit voilà, qui dit je le fais pas. Au-delà du j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de m'engager pour la boîte, voilà, ça c'est complètement autre chose. Mais même des gens qui ont la volonté de faire des choses pour l'entreprise dans laquelle ils sont, voilà, vont ne pas forcément le faire. Pas de peur de mal faire, mais parce que peut-être de peur de mal faire. J'ai peur de pas être à la hauteur et que ça me retombe dessus, peut-être. Et puis le deuxième élément, c'est quel message envoie l'organisation. Hein. Si l'organisation dit systématiquement Robert, c'est à toi de le faire, c'est dans ta fiche de poste, ou alors, enfin voilà, d'indiquer qu'il faut faire ce qu'on a dans sa fiche de poste, point. Ça va clairement pas encourager les gens à innover, à faire différemment des pratiques habituelles. Donc, si au contraire l'organisation montre un droit à l'erreur systématique, des retours d'expérience sur les choses qui se sont mal passées pour que ça se passe mieux les fois d'après, etc. Ben, clairement, on ouvre la possibilité aux gens de se lancer en ayant moins peur des conséquences que pourrait avoir le fait de pas faire exactement comme il faut, quoi. Ouais. Oui, bah ça renvoie à la responsabilité que nous, on a en tant que dirigeant, ou même d'ailleurs si on n'était pas dirigeant, en tant que manager d'une équipe, effectivement de la culture qu'on installe dans notre équipe, du droit à poser des questions. Enfin, moi, pour le coup, il y a peut-être un sujet de personnalité, je me suis jamais interdit de poser des questions. Hein. Au pire, c'est non, quoi. Et ça changera rien par rapport à aujourd'hui, mais si je demande pas, c'est sûr que c'est non d'avance, quoi. Oui, c'est clair. Donc, ça m'a toujours étonné, ce côté où j'aurais envie de faire un truc et j'ose pas. Bon. Écoute, je pense qu'on pourrait encore discuter toute la soirée de gestion du temps. Je regarde un peu tous les sujets qu'on avait évoqués avec Fabien, et il y en a sûrement plein dont on pourrait encore parler, sur les outils, sur les habitudes et les rituels, sur la manière de faire de l'arbitrage. Mais en même temps, toutes les bonnes choses ont une fin, et là je trouve qu'on a quand même bien fait le tour de ce qui est déjà le centre d'une gestion du temps. C'est comment est-ce que je gère ma semaine, mon agenda. On a fait un petit détour par la gestion des mails, et donc je te proposerais bien qu'on essaye de conclure, à moins que tu penses qu'il y a des grands sujets qu'on n'a pas encore abordés. Non, je suis d'accord avec toi. Peut-être, on s'est beaucoup focalisé sur nous-mêmes en tant que dirigeants et peut-être qu'il y a tout un tas, mais tu le fais déjà toi au quotidien dans ton entreprise, mais peut-être que apporter ces pratiques et en tout cas systématiser l'interrogation par rapport à ces pratiques auprès de nos équipiers, qui eux-mêmes pourraient en cascade auprès de leurs équipes, serait une bonne chose. En fait, ces notions d'efficacité, enfin voilà, on n'est pas une population, on est une population privilégiée évidemment, mais on n'est pas que une population privilégiée, et ces pratiques qu'on a qui sont bonnes pour nous, le fait de les faire transpirer, voilà, ne pas avoir peur de dire moi je me réserve du temps dans mon agenda, mais si c'est acceptable pour nous, c'est acceptable pour nos équipiers, et si c'est acceptable pour nos équipiers, c'est parce que ça leur rend service à un moment donné pour être complètement focus sur ce qu'ils ont à faire dans l'organisation à un autre moment. Donc voilà, tout ce qui est bon pour nous quelque part est probablement bon pour nos équipes. C'est très vrai ce que tu dis, et alors ça me fait penser à un truc qu'avait raconté une fois Cédric Vatine dans un très vieil épisode que j'avais trouvé très intéressant, qui était l'histoire de il faut pousser le boulot vers le bas. Tu vas voir, ça peut avoir
le rapport peut paraître lointain, mais tu vas voir que ça va nous ramener à la même chose. Et il disait très souvent, comme manager, puisque lui il parle plutôt des managers, on se cascade de plus en plus de boulot depuis la pyramide au-dessus ou les services latéraux. Et puis à un moment, on voit que nos équipes sont saturées, donc on arrête de leur pousser du boulot et on finit par imploser dans l'entre-deux. Et il disait non, il faut pousser le boulot vers le bas, parce que c'est extrêmement vertueux, si c'est bien fait. C'est-à-dire que prendre le boulot en plus, alors qu'on a déjà plus de temps pour le faire, ça oblige à du coup renoncer, puisque factuellement, on ne pourra pas faire plus. Alors là, il y a un vrai modèle mental à entendre déjà et à accepter. Moi, j'ai eu plein de fois cette discussion avec plein de gens qui était de dire, bah oui, mais alors, tu comprends, je finis déjà à 20h, si je fais ça, je vais finir à 22h. Non. Déjà, tu vas finir à 18h30 ou à 19h, parce que c'est pas la solution de rajouter des heures. Parce que c'est une solution jusqu'à ce que tu bosses 24 heures par jour pendant 7 jours sur 7, mais de toute façon, à un moment, il y aura une limite, et tu seras obligé à ce moment-là de mettre en place des solutions, donc autant les mettre tout de suite et que ça reste vivable, quoi. Hein. Ouais. Donc, et celui qui envoie du boulot, il sait pas si tu finis à 5 heures ou à 20 heures ou à 22 heures. Donc, à un moment, la question, c'est pas de lui dire non, ce boulot-là, je peux plus le faire. C'est la question devient de dire, ok, il y a tout ça à faire. Du coup, comment on va s'organiser? Parce que il y a des choses qu'on fera pas, il y a des choses qu'on fera moins, il y a des choses qu'on fera plus light. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on va déléguer. Et la délégation, en aidant ses collaborateurs, et c'est là où je fais un rapport avec ce que tu disais, c'est-à-dire que effectivement, ce qu'on apprend pour nous, il faut aussi aider les collaborateurs à se l'appliquer pour eux. Ils vont eux aussi, du coup, devoir faire un choix, et finalement, cette pression est un mécanisme d'épure qui pousse de plus en plus à ce que l'énergie qu'on mette soit sur les sujets qui créent de la valeur. Puisque quand on a finalement peu de boulot, on va occuper tout le temps qu'on a sur le peu de boulot qu'on a. Si effectivement on a beaucoup trop de boulot et pas plus de temps, on va devoir faire une gestion du temps pour le coup et une répartition de l'énergie qu'on met pour qu'on la mette là où elle a le plus de valeur. Comme on peut pas tout faire, ça va forcément reconcentrer l'énergie là où ça fait le plus de valeur sur l'entreprise. Et donc ça fait un système d'épure, parce que la dernière délégation tout en bas, c'est la corbeille. C'est les choses qu'on fera pas. Et à commencer par les choses qu'on fera moins ou plus vite, etc. Et du coup, il y a une vraie vertu d'amélioration de l'efficacité globale par le fait de pousser vers le bas. Et du coup, je fais tout à fait le lien avec cette histoire de gestion du temps, c'est-à-dire que puisque c'est exactement le même raisonnement, hein, c'est de dire à quoi j'emploie mes heures et qu'est-ce que je ferai pas et qu'est-ce que je délègue ou qu'est-ce que je mets à la poubelle. Je pense qu'effectivement, tu as raison, il y a un vrai sujet où il faut que non seulement c'est important pour nous, mais et c'est important pour l'entreprise à titre d'exemplarité, mais aussi dans une logique d'enseigner ou d'apprendre quelque chose aux équipes, quoi. Ouais, avec un élément là que toi que je voyais pas, mais qui est le fait de le conscientiser en fait. Quelque part, on constate tous a posteriori qu'on a mis voilà qu'on n'a pas traité. Nous, on a plein de chantiers chez les Cubes qui c'était une super idée quand on a lancé le chantier, puis en fait au bout d'un moment le chantier s'est arrêté parce que personne travaillait dessus, parce que voilà et puis mais on s'est pas trop posé de questions. Après, quand on conscientise que ce qu'on est en train de faire sur c'est quoi mes gros cailloux, c'est quoi ma valeur, qu'est-ce qui va réellement apporter de la valeur à l'entreprise, ça se fait naturellement, mais parce qu'on s'est posé les questions en amont, parce qu'on a réussi à prendre un petit peu de recul sur ce qu'on fait de ces journées, quoi. Ouais. Oui, et c'est une très bonne chose d'abandonner des trucs, hein. Mais vraiment, enfin moi je le vois tous les jours dans les grandes entreprises où finalement probablement que la taille rend les choses moins visibles, mais le nombre d'activités qui subsistent en mode auto-entretien ou auto-justification est
et voir où les projets, enfin t'as connu ça comme moi dans des projets informatiques qui ont déjà coûté des millions d'euros et dont tout le monde sait qu'on verra jamais la fin, mais personne n'assume de dire on a déjà cramé 40 millions d'euros, donc maintenant on arrête. Non, parce que c'est plus simple de remettre encore 1 million de plus en espérant que ça va aider à le finir, quoi. Il faut arrêter des choses, quoi. Et accepter que quand on l'a lancé, ça semblait une bonne idée, et puis c'est plus si vrai maintenant, et tant pis, on passe à autre chose, quoi. Libérons du temps. Oui, d'accord. Bon Damien, du coup, je te propose de conclure. Alors tu le sais, j'ai 3 grandes questions rituelles. Là, on va reprendre un peu de hauteur par rapport à la gestion du temps. Je sais pas si je vais vraiment réussir à faire un résumé. D'habitude, j'aime bien essayer de faire un résumé de notre épisode pendant que tu réfléchis. Ma grande question rituelle, c'est finalement quelles seraient les 3 ressources que tu recommandes à un dirigeant, les 3 ressources essentielles. Alors par ressource, ça peut être une pratique, et tu peux me dire la micro-sieste, c'est une ressource essentielle. Donc ça peut être une pratique, ça peut être un outil, ça peut être une conférence, un lieu, un livre, une formation, mais vraiment tes 3 pépites que tu veux partager à des dirigeants. Et pendant que tu réfléchis, j'essaye de rembobiner ce qu'on a raconté. Ça va pas être simple. J'ai pas pris assez de notes. Et je me souviens qu'on a évoqué le fait que ta gestion du temps a pas mal évolué à la faveur de la crise Covid. Et je me dis que tiens, on aurait peut-être pu explorer un peu plus en quoi ça a été transformateur, mais et que tu es passé d'une logique où tu avais tes jours sur des cubes parisiens et tes jours de brasserie à côté de Chartres à finalement une gestion du temps un peu plus fluide, mais où tu restes quand même à caractériser des grands blocs qui correspondent aux grands cailloux de ta vie et qui sont programmés en fin de semaine pour la semaine suivante, que ça soit éventuellement, tiens, je prends mon mercredi après-midi pour mes enfants, ou je bloque telle journée pour un projet avec des copains, ou je bloque cette journée-là pour des cubes et je suis à Paris dans les locaux. On a évoqué l'idée que l'efficacité, c'était aussi de faire matcher dans ton agenda finalement les choses que tu as besoin de faire avec les moments et les conditions dans lesquelles tu es le plus pertinent pour le faire. Alors à une époque, c'était de profiter du train pour faire toutes les choses qui ont besoin d'être déconnectées. Aujourd'hui, c'est sans doute d'arriver tôt et de bosser entre 6h30 et 9h, si j'ai bien entendu. En tout cas, aujourd'hui, tu as effectivement réussi à construire une gestion du temps qui te convient, qui te permet d'arriver à faire à la fin de la semaine toutes les choses qui te paraissaient les plus importantes à faire pour tes différentes boîtes, à pas avoir de gros sujets en retard, pas trop de stress, à te lever tôt, mais à te coucher tôt aussi, et à pas finir à je sais pas quelle heure. On a évoqué la puissance de la sieste, la nécessité effectivement de gérer sa to-do et de vider sa boîte mail et de couper les notifications. Et donc, tout ça converge pour moi vers l'idée de maîtriser son agenda et pas de subir son agenda, les interruptions et même si c'est les autres qui te prennent du temps dans ton agenda. Et puis on avait conclu sur cette idée effectivement d'apprendre à se connaître, d'apprendre à identifier où est la valeur pour pouvoir faire des renoncements. Et puis on a conclu sur cette idée que ce qu'on s'autorisait ou ce qu'on avait appris à faire pour nous, il fallait qu'on soit vigilant à ce que ce soit bien compris par les collaborateurs comme étant autorisé pour eux aussi, et de leur apprendre à le faire. Voilà, je pense que j'ai oublié la moitié des choses qu'on a racontées parce que c'était très riche, mais déjà ça fera un petit récap. Et puis, du coup, ça t'a peut-être donné le temps d'identifier 2-3 ressources, ou tu veux peut-être corriger, compléter mon résumé si j'ai oublié des trucs importants.
Eh ben non, moi j'ai fait ce qu'on m'avait dit, donc je t'ai pas écouté et je me suis préparé pour les 3 ressources. Très Donc j'ai bien. rien à. Alors, quelles sont-elles? Voilà, les 3 ressources. Bon, sans surprise, il y en a une que tu vas. Il y en a deux que t'aurais pu donner toi-même. La première, c'est ce fameux centre des jeunes dirigeants. Voilà, c'est un endroit qui est magnifique pour échanger, pour grandir en tant que dirigeant. Moi, ça a vraiment changé ma vie de pouvoir papoter avec d'autres dirigeants et de pouvoir constater que les problèmes étaient les mêmes partout, quelle que soit la taille de la boîte, et que voilà, il y avait quelqu'un qui avait rencontré de toute façon le problème qu'on a, transposé dans son activité, son organisation, et que même si sa solution à lui n'est pas forcément adaptable chez moi, elle va m'éclairer sur des voies à explorer chez moi. Voilà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est quelque chose que j'ai mis en place pendant plusieurs années avec deux autres dirigeants du CJD, mais c'était en dehors du CJD, donc des gars qui sont des copains. On a des boîtes qui sont très différentes, et on s'est vu une fois par mois, comme si on avait quelque part un comité consultatif sur nos activités, et on s'est mis au service une après-midi par mois. On s'est mis au service globalement de chacun de nous pendant 1 heure. Donc voilà, on séparait à peu près l'après-midi en trois. On reprenait systématiquement ce qu'on s'était dit la dernière fois sur un tel, puis sur un tel, et on passait 1 heure à dire alors t'en es où sur ces sujets. Donc il y a ce côté un peu comité de direction, t'en es où, qu'est-ce que t'as fait contre ça, et voilà, qu'est-ce que tu veux nous raconter, et puis le fait d'être dans la continuité, le fait de partager, de se challenger, mais cette fois-ci avec un regard qui est pas un regard interne, avec quelque part les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'entreprise, etc. Un regard qui est décomplexé, et puis qui est sans affect et sans enjeu, permet d'avancer beaucoup. On a fait ça pendant quasiment 3 ans. On a arrêté parce que voilà, il y a des choses qui s'étiolent, et puis on s'est revu à dîner euh, je crois en début de semaine là, peut-être mardi, et en fait on s'est retrouvés tous les trois, et il s'est trouvé que la conversation, on a parlé de choses et d'autres, de nos enfants, de nos familles, un petit peu de nos boîtes, et on s'est retrouvés en fin de repas à se dire putain, mais t'as vu, on a repris à se questionner, à se dire en fait, et t'en es où, et mais pourquoi tu fais ça, et à se remettre en mode miroir, voilà, et à apporter à l'autre voilà, quelque chose qui nous est cher, et qui est revenu d'une façon automatique, même si on partait vraiment pas pour faire ça, et qu'on partait pour voilà, on a passé un très bon moment. La dernière ressource peut-être, et ça c'est le mec qui a plus que 40 balais qui le dit, c'est euh, un mec à 40 ou 45 balais, il se pose forcément la question qu'est-ce qu'il va faire de l'autre moitié de sa vie, qu'est-ce qu'il va laisser à ses gamins, qu'est-ce qu'il va voilà. Et ben ça c'est important. Si on peut faire ça avant 45 balais, ben en fait on gagne du temps. Et c'est un peu l'histoire. Alors moi, c'est pour ça que j'ai créé une deuxième activité. C'est pour ça que je me suis autorisé à lâcher un petit peu mon premier bébé pour aller en créer un deuxième, parce qu'en fait, j'avais besoin d'autre chose. Je m'écoutais pas, j'avais pas le temps. J'étais au service de cette première activité. Et puis, bah, petit à petit, en m'écoutant, en prenant le temps, j'ai vu que c'était peut-être possible de le faire. Et puis j'ai tenté. Et puis je l'ai fait. Quelque part, c'est pas tant le fait de monter une activité, ça aurait pu être d'aller faire du vélo, ou d'aller un peu plus au musée, ou de me spécialiser, je sais pas, sur un romancier en particulier, peu importe. Moi, c'est ça que j'ai choisi parce que c'est ça qui me fait plaisir. Mais en fait, il faut quand même penser à soi. Le passage sur Terre dure quand même pas si longtemps que ça, et le plus vite on fait les choses qui sont importantes pour nous, le plus vite on a l'impression d'être au bon endroit, quoi. Voilà. Eh bien, merci. J'ai une petite question juste sur ça, c'est que effectivement, moi, j'ai lancé il y a quelques mois, du coup, cette 1000 Mentors qui est pas, je sais pas, j'hésite à appeler ça une activité, mais si c'est une activité au sens où ça me prend du temps, c'est du boulot, et il faut construire quelque chose que les gens n'achètent pas, mais ils y consacrent du temps pour l'écouter ou le lire, donc il faut qu'il y ait une proposition de valeur. Donc la seule chose qui manque, c'est un flux de revenus. Et en tout cas, je trouve que ça m'aide aussi dans mon autre boîte. C'est-à-dire qu'il y a un espèce d'effet dedans dehors continuel. Je sais pas si toi tu vis ça du fait d'avoir monté une deuxième boîte, que peut-être parfois quand tu brasses de la bière ou quand ça t'amène à regarder des cubes différemment, et que quand tu es en train de travailler sur des cubes, ça te donne des idées pour ta brasserie, ou
ou c'est que moi qui ai ce mode de fonctionnement comme ça? Non, c'est, je le prends aujourd'hui comme une évidence. C'était pas forcément le cas avant, mais clairement, en tant que dirigeant, on gagne autant à travailler sur sa boîte à l'extérieur de sa boîte que de travailler dans sa boîte, autant voire plus. Enfin, on fait gagner à l'organisation. Moi, je fais des ponts en permanence entre les deux organisations, et pourtant dans une je suis en B2B à travailler avec des ingénieurs en permanence, dans l'autre je fais du B2B2C, voire du B2C, et puis c'est des activités qui sont un peu moins intellectuelles, un peu plus manuelles, qui sont beaucoup plus dans le concret, dans le palpable, et pour autant j'arrête pas de faire des parallèles, j'arrête pas de mettre une connaissance au service de l'autre, et c'est valable réciproquement. Le plus en fait, c'est ce qui fait, on appelle ça la diversité, hein, quelque part, quand on fait l'éloge de la diversité, l'éloge de l'immigration, l'éloge de se mélanger les uns les autres, c'est ça aussi, c'est le fait de venir chercher de l'aération dans son esprit, de venir trouver d'autres idées, de venir de l'altérité. C'est ça, oui, c'est ça ce qui se passe, hein. Ouais. Du coup, première ressource, le centre des jeunes dirigeants. Deuxième ressource, ce que toi t'appelais ton comité consultatif. Effectivement, cette idée de pouvoir avoir un réseau ou un groupe de pairs ou d'extérieurs à la boîte sur lequel on travaille sur la boîte. Et puis, en fait, ta troisième ressource, je savais pas très bien comment la reformuler, mais ce que de façon un peu réducteur, c'est dire, n'ayez pas que votre boîte dans la vie, ayez plusieurs projets ou plusieurs vies, parce que chacune est plus riche de l'autre, quoi, c'est ça? Oui, tout à fait. Impeccable. Eh ben, écoute, avant de te laisser, est-ce que tu as une recommandation, une idée pour la suite du podcast, quelqu'un que je devrais inviter ou un sujet qu'on devrait aborder? Moi, j'ai rencontré un type formidable qui s'appelle Philippe Benquet, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Que fait-il? C'est quelqu'un qui a monté une boîte il y a quelques années avec un fonds, une boîte qui s'appelle Acorus, qui fait de la rénovation dans le bâtiment et qui dirige sa boîte d'une façon vraiment différente. Ils ont une croissance incroyable, avec des gens qui sont heureux dedans et des clients qui sont contents, dans des métiers qui sont plutôt durs. C'est quelqu'un qui est très intuitif, mais qui dirige ses entreprises d'une main de maître, et qui est remarquable, que j'ai croisé, avec qui j'ai travaillé un peu, qui est remarquable. Ah bah écoute, alors tu vas me mettre en contact, et effectivement, ça c'est quelqu'un qui mérite qu'on l'interviewe sur 1000 Mentors. Probablement qu'on fera sur un sujet, je sais pas, croissance, ou enfin je verrai avec lui quel est vraiment qu'est-ce qu'il a compris que nous on n'a pas encore compris et qui peut nous transmettre. C'est un bon sujet. Damien, je te remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec moi pour revisiter l'épisode de Fabien, et j'espère que ça vous aura été utile à tous. Je te souhaite déjà un bon week-end. Merci, toi aussi. Et puis, pour nos auditeurs, nous voilà au terme de cet épisode, mais pas du tout au bout de nos aventures, puisqu'on se retrouve très prochainement avec un nouveau mentor et un nouveau sujet de questionnement pour les dirigeants, et qui sera pour le prochain comment je construis ma stratégie commerciale. J'espère que vous avez trouvé autant d'intérêt à écouter ce débrief avec Damien et Damien que j'ai pris de plaisir à l'enregistrer. Si vous êtes des fidèles de 1000 Mentors, vous savez que vous pourrez retrouver tous les épisodes sur le site 1000mentors.fr. Si vous a plu, j'aimerais que vous alliez mettre un petit commentaire positif sur votre appli de podcast, ou mettre un pouce en l'air, ou cliquer n'importe quoi pour montrer votre soutien, parce que c'est toujours le sujet du podcast d'arriver à être découvert. C'est beaucoup plus difficile qu'un site web ou une chaîne YouTube. Et puis si vous découvrez ce podcast pour la première fois parce que quelqu'un vous l'a transféré, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner. Et puis, je vous invite également à vous inscrire à la newsletter de 1000 Mentors. Donc ça, c'est très facile. Vous allez sur 1000mentors.fr/newsletter.
parce que ces épisodes, je les enregistre en fonction des dispos de mes invités et de mes propres dispos professionnels à côté, donc c'est, on va dire, aléatoire comme rythme de parution. Donc, de façon à ce que vous ne m'oubliez pas, et parce que j'y prends aussi beaucoup de plaisir, tous les dimanches soirs, je fais une petite newsletter qui se lit normalement à peu près en 5 minutes. J'écume tout ce qui est remonté dans ma veille de la semaine. En général, il y a un thème qui s'en dégage, je fais un petit édito. Après, il y a quelques idées, quelques pépites en bref et en vrac. Et je termine toujours sur une pastille détente qui peut être rigolote ou curieuse ou émouvante pour conclure ou démarrer la semaine sur un bon pied, suivant quelle place le dimanche occupe dans votre semaine. Voilà, merci à tous, merci de votre écoute et à très bientôt sur 1000 Mentors.